les gens veulent des opportunités, mais les opportunités détestent les systèmes qui sont routiniers. Si tous les jours tu fais la même chose, comment tu veux déclencher de nouvelles rencontres? Comment tu veux déclencher de nouvelles opportunités? Vous connaissez probablement tous IAD, mais peut-être pas encore ProperTips, acteur clé de la transaction immobilière chez IAD. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Karim Wali, le visionnaire derrière cette idée de génie, générant 75 millions d'honoraires et contribuant à 15% du chiffre d'affaires de IAD. Découvrez comment ce professeur de golf reconverti en pionnier de l'immobilier a utilisé son expertise en réseautage et développement d'affaires pour bâtir un empire et inspirez-vous de son parcours exceptionnel pour comprendre le potentiel infini du marketing de réseau. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Déclic. Aujourd'hui, je suis avec Karim Wali. Karim, comment vas-tu? Écoute, très bien. Très heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir, Karim, je vais rapidement te présenter. La liste est longue. Acteur clé de la transformation immobilière chez IAD, leader des agences immobilières avec un modèle bien particulier, la digitalisation de l'agence physique via un réseau de conseillers immobiliers indépendants. Tu possèdes une équipe de plus de 350 personnes. Tu es également fondateur de ProperTips, une communauté d'apporteurs d'affaires qui révolutionne le bouche à oreille au profit des professionnels, travailleurs indépendants et micro-entreprises dans le domaine de l'immobilier également. Initiateur des apéros réseau, ProperTips aujourd'hui c'est 75 millions d'honoraires, 15% du chiffre d'affaires de IAD, plus de 300 000 utilisateurs rémunérés, 800 000 apporteurs d'affaires, une entreprise valorisée plus de 7 chiffres vendue à IAD qui est une licorne française, actionnaire et cofondateur également d'une dizaine de sociétés comme notamment Viséon qu'on a pu justement accueillir sur le Déclic il y a de ça quelques semaines de cela, associé avec Benjamin Allais, dont vous êtes associés sur toutes vos boîtes ensemble, et à la tête d'une entreprise sur le développement tech au Maroc avec une quinzaine de salariés également. Mais surtout, vu qu'on se connaît aussi dans d'autres cadres, je sais que tu es un bon vivant. On va en parler aussi de ça et du kiff dans l'entrepreneuriat au quotidien. J'ai hâte justement de faire cet épisode avec toi. Et on va commencer par le commencement. Tu as passé plus de 10 ans en tant que professeur de golf avant de te lancer dans l'aventure IAD. Pourquoi avoir choisi ce domaine bien précis qu'est le golf? On te voit ici justement dans la... Je savais pas ça, d'accord. Ok. Pourquoi précisément le golf? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et le commencement, quel est-il? Le golf, en fait, j'ai commencé dans l'enfance, j'étais en sport-études de tennis, donc à fond branché sport. Puis je me suis blessé, puis j'étais petit, je courais pas vite. Au tennis, il faut au moins des deux, quoi. Ou t'es grand et tu tapes fort, ou tu cours vite. Moi, j'avais ni l'un ni l'autre. Et puis en me blessant, j'ai essayé le golf, et puis passion. Ça correspondait plus à mon tempérament. Moi, je suis plutôt calme, tu vois. Je suis pas un combattant hargneux, tu vois. Et le golf, c'est calme, combativité, concentration, c'est très fair-play. C'est un sport individuel. Ça m'a branché, ça m'a collé tout de suite. Et du coup, déjà, c'est la passion qui a fait la chose. Et puis après, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est à la phase où j'hésitais dans mes choix de carrière et choix d'études aussi. Je me suis dit, prof de golf, c'est pas bête. Parce que finalement, je vais pouvoir côtoyer des chefs d'entreprise. Et j'avais en fait vraiment dans le plan, avec mon ami d'enfance, avec Benjamin Allais, on avait depuis la 6e, on a envie de créer une entreprise. D'accord. On voulait être à notre compte. Notre rêve de gamin, si tu veux, c'était entreprendre entre potes. Voilà, ça c'était assez clair et c'est venu très tôt finalement dans mon histoire. Et du coup, lui, il faisait des études d'ingénieur informatique. Et puis moi, je voulais être un peu au contact. Je pouvais pas faire HEC. Je venais pas trop de ce milieu-là. J'ai grandi en banlieue parisienne. Je savais même pas qu'HEC ça existait, tu vois. Jusqu'au lycée, j'avais même pas entendu parler de ça. Et je me suis dit, je vais faire quoi pour apprendre à entreprendre? Côtoyer des chefs d'entreprise, c'est juste génial. Et j'aime bien dire que j'ai fait mieux qu'HEC. Pourtant, j'ai plein d'amis chez HEC. Mais j'aime bien dire que j'ai fait mieux qu'HEC. J'ai fait prof de golf pendant 10 ans. Et j'ai interviewé, je pense, plus de 1000 chefs d'entreprise, même largement, sur les parcours pendant 5 heures. Donc tu vois un peu ce que tu es en train de faire là avec moi. Je pense que je l'ai fait dans un autre contexte, sur les parcours. Et en plus, si tu veux, les élèves, parce que c'est des élèves, ils te regardent avec des yeux comme ça parce que tu joues bien au golf. Et tu leur donnes des conseils, tu les fais progresser. Mais ils sont 5 heures avec toi. Ils adorent partager aussi, eux, leurs compétences. Et c'est hyper facile de les interviewer. Et tu as 5 heures, tu as le temps. Donc ça a été d'une richesse incroyable. Et donc c'est vrai que j'ai une vision assez globale de l'entrepreneuriat. Alors peut-être, après, vu que c'était il y a un petit moment, c'est l'entrepreneuriat un peu à l'ancienne, tu vois. C'est pas l'entrepreneuriat digital d'aujourd'hui, on va dire. Mais hyper riche en apprentissage, quoi. On va y revenir justement sur ces apprentissages et l'issue de tout ce que tu as pu apprendre de tous ces entrepreneurs que tu as finalement interviewé, parce que c'est vrai qu'en 5 heures, franchement, on peut dire ça. On peut tirer beaucoup de choses.
Revenons sur le fameux entreprendre entre potes. Tu disais dès la 6e, c'était notre objectif avec mes potes, notamment avec Benjamin. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait que tu te dis c'est l'entrepreneuriat que je veux faire, c'est l'entrepreneuriat qu'on veut faire, et qui plus est entre potes? Entrepreneuriat, c'est assez... Mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Ils le sont devenus à la fin, mais ma mère était vendeuse, mon père était chauffeur-livreur. Après, ils ont acheté une boutique. Tu vois, ils ont fait la transition et ils ont vendu des vêtements. Ils avaient une petite boutique de vêtements. Mais moi, je faisais du tennis, donc je côtoyais des gens qui étaient à leur compte. Je voyais qu'ils venaient jouer en pleine journée, ils s'en foutaient, quoi. Ils ouvraient une boîte de balles neuves de balles à chaque partie. Déjà, moi, ça m'attirait l'œil. Je jouais avec des balles pourries, avec ce que je trouvais. Et puis, je voyais, de temps en temps, on était invités. Tu sais, il y a une vraie cohésion dans un club de tennis. Tu vas chez les uns, chez les autres. Et tu vois, la case entrepreneur, c'est pas du tout le même niveau de vie. C'est pas le même niveau de stress. C'est des gens que tu sentais mieux dans leur peau, en fait. Ce que je pouvais voir avec mes yeux d'enfant, je pense que c'était des gens épanouis, peut-être, et plus confiants. Tu vois, un petit mélange des deux, mais qui, pour un gamin, sont super attirants. Et de l'autre côté, case salariée, tu vois que les gens jonglent avec leur agenda, ils subissent leur agenda, et tu sens pas le même épanouissement. T'as moins les yeux qui brillent, tu vois, tu sens ces choses-là. Ouais. Et je sentais des gens qui brillaient moins, tout simplement. Donc, assez vite, les parents de Benjamin étaient plus entrepreneurs, en plus. Donc, j'ai passé tellement de temps avec lui que c'est mes deuxièmes parents, hein, tu vois. Donc, j'avais un peu deux types de parents et je me suis nourri du meilleur des siens et des miens, quoi. Et l'entrepreneuriat, du coup, c'est devenu évident, quoi. C'est devenu une évidence. Avec le temps. Et j'aime bien, j'ai une phrase que j'ai entendue de jeunes qui disaient ça, mais ils voyaient le salariat comme la soumission d'un homme à un autre pour de l'argent. Elle est un peu dure. C'est un peu dur dans les mots, mais finalement, en termes de résumé, ça tient à peu près la route. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu ça. Donc, prendre le contrôle de son destin, ça, c'est un truc qui me parlait. Et il y avait une sorte d'évidence, quoi. À aucun moment, on s'est dit qu'on allait être salarié. Enfin, moi, en tout cas, c'était même pas envisageable, quoi. Du coup, prendre le contrôle de son destin est devenu une évidence. Tu t'es dit l'entrepreneuriat, c'est la voie rêvée pour ça, la plus simple, peut-être même la seule. Et je rebondis sur un sujet, justement, c'est pas le même niveau de stress. Tu t'es dit, les entrepreneurs, ils n'ont pas le même niveau de stress que nous. C'est assez drôle parce que... Ça peut être vrai ou pas. Ça peut être vrai ou pas du tout. Justement, parce qu'aujourd'hui que tu as du recul, quand tu as cette prise de conscience, finalement, tu regardes ça peut-être sous un spectre de ce jeune homme insouciant qui se dit « Oh, ils ouvrent des balles neuves à chaque match, j'aimerais bien pouvoir aussi, moi, me le permettre, etc. » Aujourd'hui, avec du recul, avec toutes les boîtes que tu as créées, avec toute cette expérience que tu as accumulée, plus de 15 ans d'entrepreneuriat, etc. Enfin, 15 ans dans l'entrepreneuriat, tous ces échanges que tu as eus, et j'imagine aussi les hauts, les bas, les échecs, les réussites qu'on peut voir au quotidien et que tu as pu voir aussi autour de toi. Est-ce que tu restes dans cette dynamique où tu te dis, on n'a pas le même niveau de stress, les entrepreneurs et les autres? Alors déjà, je vais te dire pour moi, il y a peut-être deux types d'entrepreneuriat qui sont un peu différents. T'as le solo-entrepreneur, la personne qui a son compte. Tu vois, prof de golf, j'étais à mon compte. Un médecin, peu importe. Quelqu'un qui fait une presta où c'est lui, il a son compte. Et en général, niveau stress, tu sais faire ton métier, tu fais une prestation. Niveau stress, c'est plutôt ce type de profil-là, je pense, que j'ai vu dans les clubs de tennis, en tout cas. Et après, dans le relationnel golf, j'ai vu vraiment de gros entrepreneurs. Donc là, c'est pas du tout, effectivement, le même niveau stress. Donc, première étape, je dirais, t'es pas du tout stressé si t'es à ton compte et que tu as un savoir-faire que tu valorises. Je pense qu'il n'y a pas trop de stress. Dès que tu arrives dans une dimension où tu es obligé de renforcer tes équipes, toucher beaucoup de gens, animer une force commerciale et ainsi de suite, évidemment, là, c'est pas du tout la même chose. Dès qu'il y a la gestion de l'humain, on rentre dans une autre dimension, tu as la concurrence qui arrive, tu as une idée, tu crois que c'est facile, c'est compliqué. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de stress, mais c'est du bon stress. Enfin, le stress, à la base, c'est fait pour être meilleur, quoi. Tu vois, on est stressé parce que tu as un tigre qui te fonce... Peut-être pas un tigre, un mammouth qui te fonce dessus, tu es stressé, c'est très bien. Tu vas pouvoir courir plus vite, tu comprends mieux ce qui se passe, tu as une capacité d'analyse qui augmente. Donc le stress, c'est un bon stress. Et je pense que c'est ce stress-là que j'ai eu, notamment et avec mes associés, quand on a lancé nos boîtes. On a un bon stress dans le sens où on pense qu'à ça. On est complètement passionné. Donc la phase stress, je dirais, elle est, si ça se passe bien, dans la phase création où de toute façon, tu penses qu'à ça. Tu fais que ça. Tu respires que ta boîte et il faut qu'elle aille au bout. Et vu que tu as le côté passion qui prend le dessus sur le stress, pour moi, c'est pas du stress.
C'est juste de la montée d'énergie qui te permet de bien faire les choses. Donc, et après, tu as le deuxième temps, et là, ça se complique. C'est que tu peux créer une boîte où tu vas être un peu otage de ta boîte. Parce qu'on a absolument besoin de toi. Tu n'as pas réussi à te rendre dispensable. Et là, c'est un deuxième truc que j'ai découvert, mais se rendre non obligatoire pour le bon fonctionnement de ta boîte, c'est une belle chose. Ça met du temps. Et c'est là où tu vas aussi réussir à baisser ton niveau de stress. Et de toute façon, il doit être compensé par l'épanouissement que tu as en face. Quand tu aides des gens à réussir par ton entreprise, tu vois, je pense qu'il y a tellement d'épanouissement à réaliser ça que le stress, tu passes à côté. Et puis plus tu vas faire des choses, plus tu vas être à l'aise avec. Ouais. En fait, on est stressé au début quand on fait quelque chose. Tu vois, cette interview, je te l'ai dit avant d'arriver. Ce format-là, c'est la première fois que je le fais. Et tu vois, je pense les 30 premières secondes, j'étais un peu stressé. Là, tu vois, ça commence à être bon. Et puis, si je refais une deuxième interview, ça ira. Puis une troisième, j'y penserai plus du tout. Tu vois, hier, on avait un événement. Je suis monté sur scène devant 1600 personnes. Je crois, niveau stress, j'étais à 0. Parce que je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. Et j'adore ça en plus. Et maintenant, je vois le côté vraiment où je m'éclate à le faire. Ouais. Donc, et c'est épanouissant en plus. Tu vois, c'est épanouissant. Finalement, c'est transformer une zone d'inconfort en zone de confort à force de le réitérer et puis d'embrasser le stress pour pouvoir en faire une force et y trouver le plaisir, quoi. J'adore ça. Alors, tu vois, on en parle beaucoup en formation avec nos équipes, mais on parle toujours de la zone de confort, tu vois. Mais moi, j'aime bien la schématiser. Tu vois, tu as ta zone de confort et on dit il faut sortir sa zone de confort. Ouais, ok, super. Donc, si t'en sors, déjà, qu'est-ce qui fait que t'en sors ? Déjà, si ça te fait peur, a priori, c'est que t'en sors. Si la chose que t'as à faire te fait peur, a priori, on est bien parti. Et ça te fait peur parce que tu le fais qu'une fois. Mais si tu fais la même chose 10 fois et si tu te sors 10 fois ta zone de confort, en fait, l'intérêt c'est quoi ? C'est que ta zone de confort s'est élargie. Donc toi, tu deviens plus confiant, plus à l'aise. Et surtout, le truc qui est vachement intéressant, c'est que c'est épanouissant. C'est-à-dire que tu es fier de toi. Tu vois, j'avais peur de ça, j'en ai plus peur. J'ai fait l'effort d'affronter ma peur, j'y suis allé, et maintenant je suis à l'aise avec ça. Tu as une fierté et qui t'apporte vachement d'épanouissement. Et je pense que une vie épanouie, c'est justement pas rester à avoir la même journée tous les jours. Et l'entrepreneuriat, c'est génial pour ça, tu vois. Là, c'est le jackpot. T'as aucune journée pareille. Et te voir stresser devant un truc, et puis y aller, et puis y retourner, et puis en fait se retrouver à l'aise avec un truc qui te faisait peur à la base, ça te rend fier et c'est une des clés du bonheur, quoi, je pense. Aujourd'hui, quand je te vois, j'échange avec toi, tu es quelqu'un de plutôt sociable. Tu as une capacité à échanger, à discuter. Le relationnel, c'est quelque chose que tu maîtrises. T'as dit que j'étais un fêtard quand même, pour commencer. Bon vivant. Un bon vivant. Un bon vivant. Ça va. Et mais tu ça me va très bien. Ça va très bien. Mais en gros, quelqu'un de plutôt social et autres, on a envie de passer du bon temps avec toi, effectivement. Et surtout, tu l'évoquais, et même la première fois qu'on s'est rencontrés, tu t'es dit, en physique, c'est toujours mieux. Donc la rencontre physique et autres, c'est quelque chose que tu as développé ou c'est quelque chose que tu as toujours eu ? Est-ce que par exemple c'est aussi les 1000, 2000, 3000 personnes que tu as pu accompagner sur le terrain de golf qui ont fait qu'au fur et à mesure avoir des discussions, du relationnel, réussir à comprendre l'individu, ça s'est développé ou tu as tout de suite eu cette appétence ? Alors non, pas du tout, mais alors pas du tout. J'étais archi timide. J'ai grandi en étant timide à un niveau assez élevé, si tu veux. Vu que je faisais du sport de haut niveau, j'avais un père assez autoritaire, donc j'avais tendance à me refermer un petit peu. Et après, j'évoluais avec des adultes, et bon, voilà, j'essayais de forcer ma nature, hein, si tu veux. Mais après, je me suis fait violence. Mais vraiment, quoi. Vraiment. Et je pense que la période de ma vie où je me suis fait le plus violence, c'est la période où je rentre chez IAD, et je commence le développement personnel, tu vois. J'ai l'impression de retourner à l'école. J'ai l'impression qu'on m'avait jamais rien appris quasiment à l'école et que les vraies choses importantes de la vie, elles étaient à disposition dans plein de bouquins, on me l'a pas dit, quoi. Donc j'ai eu l'impression de réapprendre la vie tard, hein, tu sais. Franchement, c'était à la trentaine. J'étais pas trop timide parce qu'avec le golf, effectivement, tu vois, je m'exprimais devant des gens, devant du monde, j'animais des formations, des journées avec des comités d'entreprise, il y avait 150 personnes et je faisais le discours. Je vais le faire en anglais alors que je parlais pas anglais, tu vois. Donc j'ai quand même des choses qui m'ont aidé, mais il y a un moment où vraiment je me suis fait violence et c'est en découvrant le développement personnel. Et le pire, je pense, c'est en lisant Pouvoir illimité de Anthony Robbins. En fait, c'est pas un livre qui se lit, tu vois, c'est un livre qui se pratique. Je pense que j'ai mis 1 an à le pratiquer et je me suis fait violence sur tout.
surtout. C'est à parler à un inconnu, tu vois, par exemple, j'avais du mal. Aller aborder une fille qui te plaît dans une soirée, tu sais, c'est une des plus grandes peurs humaines, hein, de aller parler à un inconnu. C'est un truc qui fait peur à beaucoup de gens. Et moi, le premier, tu vois, j'avais du mal à déclencher des choses et j'avais un côté vraiment timide. Et je suis allé au bout du truc même en exagérant, quoi. C'est-à-dire que si tu te fais violence et si tu te dis... Je vais donner un exemple. Je suis en formation avec Mathieu Guibert, du groupe de potes, là, avec lequel on entreprend dans plein de domaines. Et il est en formation et il dit... Ce qui compte quand tu vas parler pour la première fois à quelqu'un, c'est pas ce que tu dis. Les mots comptent pour 7%. Alors, je sais plus exactement les chiffres, mais le langage corporel, 50%. L'intonation de ta voix, forte, pas forte, 30% à peu près. Bon, voilà, ça a peaufiné. Et du coup, il dit, quelqu'un pourrait très bien aller aborder une femme qui lui plaît en lui disant, j'adore la choucroute. Et que ça se passe très bien. Parce que tout le reste va bien. Et donc, j'entends ça avec des Iadiens. Et du coup, on fait une soirée 2-3 jours après, et il y a un groupe de filles, tu vois, 4-5, comme ça, refermées. Et là, j'ai des collègues qui me chauffent un peu, ils savent que je veux faire les choses où je suis mal à l'aise, tu vois, où je veux me faire violence. Mais vraiment, je pars d'un côté timide, et là, je dois vraiment me faire violence. Et du coup, j'y vais avec de l'énergie, je vais les voir, je leur dis que j'adore la choucroute, et en fait, on finit la soirée avec les deux groupes d'amis réunis, on passe une super soirée, et ça s'est très très bien passé. Mais je l'ai dit avec une énergie, et surtout, j'ai fait un truc qui me rendait très, très... Pour moi, c'était là, t'es au summum de l'inconfortable, tu vois. C'est vraiment le truc qui fait qu'aujourd'hui, si je dois parler à un inconnu, vu que j'ai fait ça, aujourd'hui, c'est facile d'aller parler à n'importe quel inconnu, quoi. Donc, aller chercher se faire un peu violence à un moment, et puis commencer à se dire, si j'ai réussi à faire ça, je peux faire ça. Et puis là, t'as ta zone de compétence qui augmente, et du coup, t'es fier de toi parce que tu sais faire des choses qui te paraissaient inaccessibles avant, quoi. Complètement. J'insiste sur un sujet, tu dis... J'ai réussi à faire ça, c'est pas ça l'action, c'est ça finalement la situation, et après tu le réitères, et c'est la répétition qui va faire que ça devient confortable. Ouais. C'est hyper important. Complètement. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as osé ? Est-ce que c'est la douleur de subir finalement cet inconfort qui fait que tu passes à côté d'opportunités ? Est-ce que c'est autre chose ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui peut-être savent exactement ce qu'ils ont à faire, savent exactement là où ils ont à travailler, mais finalement, ils ne le font pas parce qu'ils n'osent pas ou parce qu'ils ont encore des peurs. Et les peurs sont plus fortes que la perception de la valeur que ça va apporter dans leur vie ou du bonheur que ça va générer chez eux. Dans ton cas, qu'est-ce qui fait que ça a osé ? Quel a été le moment où ça a switché ? Peut-être le déclic qui t'a permis de passer outre justement ce... Je pense que ça a commencé par des petites récompenses, en fait, tu vois. Je pense qu'on a un côté très animal. Et si tu as une petite récompense en faisant un petit truc que t'hésitais un peu à faire, t'as une petite récompense, et puis du coup tu vas faire un truc un peu plus difficile, puis un truc un peu plus difficile, et puis tu vas augmenter le niveau parce que tu sens qu'il y a un truc à la clé. Et donc peut-être commencer par un truc où ceux qui nous écoutent se disent ça j'hésite à le faire, je vais peut-être le faire, je suis pas loin de le faire, il faut se faire violence, il y a un moment où il faut se faire violence, je le fais, et puis après on va voir ce qui se passe, et est-ce que derrière le retour m'a plu, et s'il m'a plu, évidemment, faut y aller, quoi. Et puis peut-être, après, ça peut être aussi, tu vois, je te parlais de la lecture, ça peut être aussi aller chercher il y a tellement d'ouvrages. En fait, t'as des ouvrages qui vont te parler plus que d'autres, t'as des gens qui vont t'inspirer plus que d'autres. Peut-être qu'il faut se rapprocher de gens, justement, qui ont vécu la même chose que toi. Il y a forcément des gens dans son entourage qui font des choses que t'aimerais faire. Peut-être aller les questionner, tu vois, d'avoir questionné les chefs d'entreprise sur les parcours, ou quelqu'un qui a une compétence particulière, aller vers lui poser des questions, s'intéresser, c'est une bonne première étape. Mais peut-être petite récompense d'abord, et puis augmenter le niveau pour aller jusqu'au truc le plus inconfortable. Tu vois, moi, il me reste... j'ai quoi qui me reste ? Faut que je fasse un truc avec les serpents ou les araignées, tu vois. En fait, c'est fou. Là, t'as fait une liste. Ouais, mentale, ouais. Je l'ai même pas écrite, parce que je l'ai tellement en tête, de toute façon. Ok. Et il y a des trucs, tu vois, où, par exemple, sauter chute libre, tu vois, c'est un truc que j'aurais pu faire il y a 10 ans déjà, mais je me le garde un peu en cadeau, tu vois. Je me le garde en cadeau, faut que je fasse un truc où je suis vraiment très fier de moi, et je me le garde en cadeau sur une belle réussite. C'est trop tôt, je veux pas réaliser tous mes rêves maintenant. Un point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est toutes les discussions que tu as eues toutes ces années avec ces personnes que tu coachais au golf. Ouais. Donc il y en a eu des centaines, des milliers, t'évoquais. S'il y a un dénominateur commun ou 1, 2 ou 3 conseils qui t'ont été donnés et que tu as pu retranscrire justement de tous ces échanges de ces entrepreneurs à succès finalement, parce que tu l'évoquais, ce sont des gros entrepreneurs en général que tu coachais.
C'est quoi? Qu'est-ce que tu retires de ces échanges? Je pense que il y a vraiment 2 trucs qui se détachent de tout le reste. Ouais. Sur les retours que j'ai eus. C'est alors je sais pas si c'était pour justifier leur réussite ou le fait qu'ils ont beaucoup travaillé, mais le premier qui revenait, c'était avant de réussir, je me suis planté. J'ai fait telle boîte, ça a craché. J'ai fait ça, je me suis planté. Alors ça, c'est vachement riche parce que du coup, quand t'es côté intervieweur, tu te dis ouais, mais qu'est-ce que t'as mal fait, qu'est-ce que t'as bien fait, qu'est-ce que t'as corrigé après. Donc c'était génial et très riche, mais ça, c'est systématique. De toute façon, les gens qui ont réussi, à un moment, ils sont passés par des phases difficiles. Donc ça, c'est la première étape. Donc n'aie pas peur de tes échecs, ça va te nourrir pour réussir ensuite. Et la deuxième, c'est ce qui compte dans le business, c'est ton réseau relationnel. Ça, c'était hallucinant. Alors, peut-être parce qu'il y a un contexte golf. Je sais pas. Peut-être que ça a joué, mais construire un réseau, ta vraie richesse, c'est ton réseau relationnel. Je pense à la phrase là qui me vient en tête de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, c'est les gens. C'était quoi le truc? Les gens, c'est à l'américaine. Hein. Les gens pauvres cherchent un CDI, on va dire, et les gens riches construisent un réseau relationnel. Et c'est vrai que dans le golf, je l'ai vu. Alors là, à foison, ça fait du business sur les parcours. Quoi. Ça fait du business. Alors le sport passe en premier de très loin, mais tu crées du lien avec les gens. Et en fait, ce qui fait que tu vas créer des partenariats, ainsi de suite, c'est le lien que tu crées avec les gens. Si les gens t'apprécient, si tu passes un bon moment avec, évidemment, ça te favorise pour collaborer, pour créer une boîte ensemble, pour devenir client prestataire. Évidemment, quoi. Les passions communes, c'est le réseau relationnel, c'est un truc de malade. Et c'est un sujet qui me passionne du coup. Parce que tu vois, tu disais, est-ce que j'ai appliqué ça après? Juste un peu. Juste un peu. J'ai appliqué les échecs, ça va, mais j'ai appliqué surtout le réseau relationnel. Ouais. Clairement, on va y venir. En 2010, du coup, tu découvres IAD. Ouais, et quand tu découvres IAD, tu es immédiatement captivé finalement par le modèle et tu te lances. Je dors plus. Qu'est-ce qui fait que justement tu dors plus et tu es passionné par ce modèle et tu te dis il y a quelque chose, il faut que j'y aille? IAD, donc c'est une boîte qui, peut-être faut résumer pour les gens, c'est une société qui fait de la transaction immobilière sans agence physique. On est en 2010, hein, sans agence physique et avec du digital du coup et en marketing relationnel. Ça n'existait pas du tout. Peut-être expliquer le marketing de réseau avec des mots corrects, car c'est l'industrie qui est souvent décriée et qui est apparentée à des systèmes type pyramidaux, etc. Mais finalement qui est complètement clean une fois qu'elle est bien faite, quoi. Ouais, une fois que c'est bien fait, oui, complètement. En marketing relationnel, je vais essayer de le faire un peu différemment, mais si tu veux, tu as un siège social, une société qui va déléguer le fait de former, recruter les gens, et donc elle va déléguer ça à sa force commerciale. C'est tes commerciaux qui vont former, recruter, animer toute la force commerciale. Donc en fait, tu as une tête de réseau et tu as des commerciaux qui sont beaucoup plus que des commerciaux en fait. C'est des vrais entrepreneurs. Parce qu'ils développent aussi une équipe qui, elle, va faire des transactions immobilières. C'est ça le thème. Et le siège va redistribuer une partie de sa marge en fait. Vu qu'ils n'ont pas besoin de payer de formateurs, de recruteurs, ou beaucoup moins en tout cas, ils vont prendre une partie de leur marge et la redonner à ceux qui veulent le faire. C'est pas obligatoire. Hein. Tu peux juste faire de la transaction immobilière là, chez IAD, et faire juste tes transactions à toi, et faire ton chiffre. T'es un solo entrepreneur, tout va bien. Ou tu peux te consolider et devenir un vrai chef d'entreprise pour le coup, parce que tu as d'autres personnes qui ont le même contrat que toi. Strictement le même contrat. Donc ils peuvent être juste commercial ou devenir de vrais chefs d'entreprise et développer une équipe. Et tu as intérêt à le faire, parce que plus tu as de gens dans ton équipe qui vendent, plus toi tu es intéressé et tu as un revenu récurrent qui se met en place, ce qui est génial. Parce que c'est un métier, en fait, si tu veux, où tu as des énormes rémunérations de temps en temps, mais ça peut être, je fais pas de vente pendant 3 mois, j'en fais une grosse au bout de 4 mois. Donc c'est les montagnes émotionnelles et c'est les montagnes aussi sur ta ligne de revenus mensuelle. Donc c'est un métier génial, mais c'est aussi un métier stressant. Donc là, l'idée de base des fondateurs, c'était de se dire on va fidéliser les conseillers en immobilier, parce qu'ils vont aller se créer un fixe en fait. Et ça va même plus loin que ça, en fait, tu te crées non seulement un revenu régulier parce que tu as une équipe qui produit, mais en plus tu valorises un fonds de commerce. Et ça, c'était complètement game changer dans la profession en fait. Parce que t'es conseiller en immobilier, si t'es très bon, tu restes fragile. T'as un problème de santé, t'as un problème, tu vis une séparation, j'en sais rien. Ça se ressent, en fait, c'est un métier tellement de contact. Si t'es pas bien dans ta tête, t'es mort.
Ouais. Donc forcément, avoir un revenu récurrent qui fait que tu es serein quand ça va pas, bah, ça change tout. Et créer un fonds de commerce que tu vas pouvoir, en arrivant à la retraite, revendre, céder, que tu vas pouvoir transmettre à tes enfants, ça fait de toi vraiment, enfin tu passes dans le champ des vrais chefs d'entreprise. Donc bah voilà, là je t'ai fait une explication du MLM, mais en mode immobilier. Mais c'est ça en fait, c'est redistribuer, on va dire, le budget marketing, le budget formation, le budget animation à sa force commerciale. Et en fait, IAD, c'est quoi ? C'est oui, une tête de réseau, un siège social, mais c'est une armée de 15 000 chefs d'entreprise. On va dire, allez, ouais, en France, hein, on est 15 000. Et dans les 15 000, on a vu les chiffres là il y a 2 jours. Je crois qu'on est 8 000 à avoir des filleuls. Ok. Donc je crois que c'est un peu moins. J'ai plus le chiffre exact. Mais en grosso modo, tu as la moitié à peu près du réseau qui est vraiment chef d'entreprise et qui commence à créer une organisation. Ok, très clair. Aujourd'hui, IAD, en termes de chiffres, c'est quoi ? Tu dis 15 000 personnes dans le réseau, 15 000 personnes dans le réseau. En France. C'est une boîte qui aujourd'hui est une licorne, qui plus est. C'est ça. En termes de chiffres, ça donne quoi ? Chiffre d'affaires IAD, l'an dernier, c'est 500 millions d'euros. Sachant que c'est du service. Hein. Tu vois, tu n'as pas d'achat de produits, tu n'as pas de SAV. Enfin, tu vois, c'est quand même énorme. Et IAD, d'ailleurs, fait partie des Centaures. Tu vois, et ça, en France, il y en a, je sais pas très combien il y en a. Moins de 5, je crois. Moins de 5 Centaures. Donc, c'est plus de 100 millions de revenus réguliers par an. Ouais. Et au moment où tu rejoins IAD et que tu dors plus la nuit, en 2010, c'est quoi les chiffres par rapport à ça ? C'est le début, finalement. Les chiffres, je pourrais même pas te dire. En 2010, je sais il y avait 600 personnes. Ok. Et tu vois, c'était le début, hein, donc il y en a plein qui sont rentrés mais qui sont partis. Donc, on va dire, tu dois avoir 300 personnes actives à peu près en 2010. Et puis, c'est Vadim Gouti, un de mes amis d'enfance, un sacré entrepreneur aussi, qui nous présente ça. Et si tu veux, avec Benjamin, on était ensemble tous les deux. Mais on a toujours eu des business plans, on a toujours des projets de création d'entreprise et on était un peu en attente. Donc lui, il était ingénieur informatique chez Accenture, tu vois, un gros groupe. Et moi, j'étais prof de golf. Je gagnais super bien ma vie. J'étais, tu vois, hyper heureux, épanoui, zéro stress. On en parlait tout à l'heure, mais zéro stress. Et du coup, tout le monde me disait, prof de golf, non, tu vas pas créer une boîte, quoi. Surtout pas. T'as le meilleur métier du monde, qu'est-ce que tu vas aller t'embêter à faire de l'immobilier ? Mais de l'immobilier, tu connais rien, bon bref. Donc c'était vraiment au début assez challengeant parce que vraiment personne n'y croyait. Même mes parents, tu vois, ils me disaient, t'es connerie, tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça, t'as le meilleur métier du monde, tu gagnes super bien ta vie, t'es passionné par ton métier, tu vas te lancer dans un truc. Donc assez étrange. Et qu'est-ce qui fait, je reviens sur la question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a le déclic, on va dire, on va rester dans le thème de l'émission. Qu'est-ce qui fait qu'il y a le déclic ? C'est le modèle économique. Franchement, enfin, on a fait tellement de business plans avec Benjamin. Tu vois, il y a 2 ans avant, d'ailleurs c'était la crise de 2008, on avait signé un compromis de vente pour acheter un restaurant. On voulait faire un restaurant interactif, d'ailleurs qu'on a encore en tête parce qu'il est assez sympa. On a déposé 200 noms de domaines, on avait déjà développé le côté interactif du restaurant. On était à fond, on a signé le compromis, et puis là, il y a la crise de 2008 qui arrive, et les banquiers croient quand même au projet, mais ils nous demandent de rajouter 20 000 euros. Et Benjamin croit vachement au signe, et du coup, je le suis toujours sur ça. On ne l'a pas fait, alors que vraiment, on pouvait le faire, tu vois. Et on s'est dit, il y aura une meilleure opportunité bientôt. Et puis voilà, 2 ans après, on croise Vadim qui nous raconte l'histoire, et le modèle économique, il est juste incroyable. Tu sais, quand tu es entrepreneur, c'est simple, hein. Tu as une case dépenses, risques, temps, et en face tu as une case qu'est-ce qu'il y a à gagner, quel est le modèle économique, c'est quoi la marge, c'est quoi les efforts que je vais devoir fournir, puis tu vois, hein, et là en fait on risquait quoi ? Très peu d'argent. Sur 6 mois on risquait 2 000 euros, quoi. Nous on avait signé un truc où on risquait, on était caution personnelle sur nos biens, il y avait 150 000 euros d'investissement. Enfin tu vois, c'est stressant. Tu te mets à ton compte dans une boîte où tu risques 2 000 euros sur 6 mois, c'est plus cool. Mais en plus, avec le côté marketing relationnel, avec le fait de créer son fonds de commerce, avec le fait de se créer un revenu récurrent, en fait, on se retrouvait dans un truc où tu pouvais aller chercher beaucoup plus de revenus en ayant beaucoup moins de risques. Ouais, complètement. Donc moi, j'ai cherché le loup pendant une semaine, je dormais pas.
J'en ai pas. Je me dis, elle est où l'arnaque? C'est un peu la même réflexion que je me suis fait lorsque j'ai démarré le marketing de réseau. Ouais. J'ai démarré en partie grâce au marketing de réseau entre 2013 et 2014. Ok. Et pareil, j'ai pas dormi la première nuit, Ouais. je cherchais le loup, j'analysais les différents plans de rémunération, je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et dans ton cas, assez rapidement, du coup, tu connais un grand succès chez IAD, en développant notamment une équipe de plus de 350 personnes aujourd'hui. C'est quoi les clés et les stratégies qui t'ont permis d'atteindre un niveau de succès dans ce réseau avec le marketing de réseau, avec le MLM? Déjà le fait que je dorme pas, je pense, parce qu'en fait, j'étais obsédé quoi. Je pensais qu'à ça, sous la douche toute la journée en respirant. Quoi. À n'importe quel moment, tu penses qu'à ça. Enfin, si tu Mais finalement, est-ce qu'on pense qu'à ça? Parce que justement, Ouais. on le met à l'écran, méfiez-vous des promesses d'enrichissement facile avec le marketing des réseaux, le MLM. Ouais. Moi, dans mon cas, tu vois, j'étais clairement là-dedans. Ah mais là c'est pas facile. C'est ça, tu vois. C'est dur. Et du coup, tu te poses mille et une questions, tu te dis est-ce que c'est possible, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase et qu'est-ce que tu dirais à Je pense que non mais elle est en partie très vraie parce que tu as des sociétés de MLM aujourd'hui, enfin du passé maintenant, faut en parler au passé, mais tu as des sociétés de MLM qui ont des pics d'accélération très rapides. Ça c'est suspect. Si ça va très vite, souvent ça ferme aussi très vite. Et la grosse différence, grosso modo, tu vois, chez IAD, tu vas gagner quand tu mets une personne en place, tu vas gagner de l'argent que si elle fait une transaction, et sur cette transaction, le siège choisit de te rétrocéder une partie du chiffre d'affaires généré. Ouais. Si tu gagnes de l'argent sur des frais d'inscription ou s'il n'y a pas de prestation de service ou d'achat matériel en face, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Mais à aucun moment, tu vois, on m'a dit que c'était facile en arrivant. Et moi, j'ai vu que c'était pas facile. En fait, tu vois, tu dois apprendre un métier, la transaction immobilière. Ça s'appuie sur un vrai métier. C'est-à-dire que si tu enlèves le MLM, ça tient la route parfaitement en fait. C'est un des plus vieux métiers du monde. Tu vois, vendre des maisons, tu vois ça. Donc non, je l'ai pas trop eu. Après, tu peux te dire aussi, peut-être qu'ils vont faire un coup sur 2-3 ans et puis ils vont se barrer avec la caisse. C'est un peu ça, la crainte que tu peux avoir dans un marketing de réseau. Après, on a rencontré les fondateurs et c'est des fous passionnés. Et ils ont les yeux qui brillent quand ils te parlent. C'est des gens aussi très sages, très très carrés. Entre Malik, Jérôme et Sébastien, c'est 3 personnes très différentes. Mais tu savais qu'ils étaient là pour devenir. Enfin, l'objectif, c'est de devenir numéro 1 mondial de l'immobilier, tu vois, sur les années qui viennent. Donc voilà, on est sur le chemin. Donc après, quand tu es entrepreneur, il y a forcément une partie risque. Il y a une partie risque. Clairement. Et dans ton cas, qu'est-ce qui fait que tu as eu cette réussite aussi rapide avec IAD pour pouvoir justement aller chercher ce niveau de succès que tu as aujourd'hui? La première année, j'ai fait quasiment... En gros, je me suis rapproché des meilleurs. Okay. C'est simple. J'ai investi tout de suite. Tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui rejoignent l'aventure et qui vont pas investir. Ils n'ont pas la philosophie chef d'entreprise. Voilà, au bout de 2 mois, je crois, j'ai pris des bureaux. Tu vois, ça me coûtait 300 € par mois. Mais j'étais dans des bureaux, il y avait 2-3 des meilleurs d'IAD. Donc je me suis dit, cool, je vais rencontrer les meilleurs et en plus je vais bosser avec. Donc un peu la même philosophie, tu vois, que au golf. Et puis j'ai questionné les meilleurs sur c'est quoi vos stratégies pour aller vite. Donc c'était les plus rapides à développer une organisation. Et le résultat était toujours le même, un réseau relationnel, comme d'hab. Bon, alors comment je m'organise? On a un truc qui s'appelle faire ta liste chaude. Donc à l'époque, tu avais un fichier Excel et puis tu notais, je t'appelle, je note un peu ce qu'on s'est dit, je planifie une date de rappel, je m'organise en fait, tu vois. Tous les jours, je sais qui j'appelle, pourquoi je l'appelle, comment je l'appelle, je me rappelle de la discussion de la fois d'avant. Et en fait, tu vois, tu as cette sorte de méthode qui est toute simple, qui est plutôt cool à faire. En plus, tu appelles des amis, tu prends des nouvelles, c'est plutôt sympa, tu vois, à faire. On a cette sorte de recette magique, mais il y en a très peu qui le font finalement, tu vois, dans le réseau. Moi, je l'ai fait tous les jours et je passais 15 appels par jour. En plus, je m'éclatais parce que j'appelais des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, puis finalement, on allait se boire un coup. En gros, j'ai activé mon réseau relationnel à un niveau peut-être supérieur en mode professionnel, quoi. Pour résumer, j'ai appliqué ce qu'on m'a dit de faire, mais je l'ai appliqué beaucoup plus que d'autres. Et je crois que en 9 mois, j'ai atteint le plus haut grade de la société en termes de... C'est quand tu as 5 niveaux de personnes qui bossent dans ton organisation. Ok. Tu dis un truc qui est très vrai, et j'ai envie de te questionner là-dessus, c'est j'ai simplement appliqué ce qu'on me disait de faire, mais je l'ai appliqué de manière plus intense que les autres. Ouais. La plupart des gens qui nous écoutent, qu'ils soient entrepreneurs débutants, intermédiaires, ou qui juste ont un projet, quel qu'il soit dans la vie, savent souvent ce qu'ils doivent faire, mais pourtant ils ne le font pas.
Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'ils ne le font pas alors qu'ils ont la recette? Ils ne font pas alors qu'ils ont la recette. Et tu vois, est-ce qu'on ne doit pas l'accepter? Je retourne un peu la question, mais tu vois, être un bon entrepreneur, c'est peut-être accepter ça. C'est que de toute façon, tout le monde ne fera pas les choses. Tu vois, peut-être ma plus grosse désillusion d'IAD, c'est que je pensais que tout le monde allait faire comme moi. Donc tu vois, dans mes projections d'entrepreneur, je me suis dit, mais... Moi, c'est ce qui m'a fait arrêter le MLM, par Ah exemple. bah voilà. Ouais. Bah tiens, tu vois, on est dessus. Est-ce que, en gros, si je mets 5 personnes comme moi, avec le plan de rémunération qu'il y a, en 2 ans, enfin même pas, enfin après, en 2 ans, j'avais atteint largement mes objectifs et je gagnais bien ma vie en revenus passifs liés au MLM. Mais moi, je pensais que ça allait être en 3 semaines, quoi, tu vois. Prenons des dates un peu plus lointaines, mais je pensais que sur 5 ans, j'allais être en récurrent à des millions par mois. Millions, allez, ouais, même par mois, c'était faisable. Avec 5 personnes qui font ce que je fais, qui mettent 5 personnes qui font ce que je fais, c'est gagné, quoi. Mais en fait, en moyenne, les gens font pas. Et font pas autant que ça. Et c'est... Je pense que être un bon entrepreneur, c'est prendre en compte le marché, si tu veux. Et tu t'adaptes au marché. Et en fait, oui, ma plus grosse déception, c'est que les gens ne travaillent pas tous de la même manière, et puis il faut l'accepter. Et puis tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tu vois, c'est comme une catégorie de gens un peu particulière. Mhm. Tu vois, j'étais très surpris qu'il y a des gens qui bossent 40 heures pour un patron. Je me suis dit, putain, ils se mettent à leur compte. Ils vont bosser comme des malades. Ils vont bosser beaucoup plus, avec plus de passion, avec les yeux qui brillent, plus motivés. Et en fait, non, pas forcément. Pas forcément. Il y en a qui vont bosser quasiment très très peu. Donc c'est plutôt des gens qui sont plus dans la case salarié. Mais tu vois, je pense que pour expliquer ça, tu dois connaître l'étude des chamallows là, de Stanford. Tu vois? En gros, elle est vachement bien parce que je pense qu'elle résume à peu près tout. C'est à Stanford, c'est années 50-60. Hein. Ouais. Ils font une étude où ils mettent... Alors maintenant, ils ont remis au goût du jour. Il y a des vidéos YouTube avec des enfants. En fait, si tu veux, tu les mets pendant un quart d'heure dans une pièce. Ouais. Et tu leur dis, tiens, je te mets un chamallow dans cette assiette là. Si tu attends... ils disent pas de notion de temps. Si tu attends un petit peu, je reviens, c'est un quart d'heure. Je reviens dans un quart d'heure. Si tu ne l'as pas mangé, t'en as un deuxième. Ok? Et ça, en fait, c'est hyper intéressant parce que tu vois... Alors déjà, c'est drôle. Parce que tu vois les gamins qui regardent le chamallow, machin, qui hésitent. Alors tu vois des mecs, ils le gobent direct. Bon là, tu te dis, ok, bon lui, il l'attend pas. Et t'en as qui essaient de lécher le truc et le remettre pour avoir le goût, mais avoir quand même le deuxième. T'en as qui essaient de l'enlever par en dessous, comme ça, et qui le reposent pour avoir un deuxième. Et en fait, t'as 2 catégories. Et grosso modo, t'as à peu près 20% des enfants qui attendent et au bout de 15 minutes, ils ont un deuxième. Et t'as 80% des enfants qui bouffent et qui n'arrivent pas à attendre. Et en fait, je pense que tu as déjà un indice sur le côté entrepreneur ou pas. C'est accepter la récompense décalée. Si tu veux, quand tu rentres dans la société, enfin peu importe, hein, quand tu es entrepreneur, tu acceptes souvent, si tu regardes les stats nationales sur l'entrepreneuriat en France, les gens qui gagnent de l'argent sur les 2 premières années, c'est assez rare. En général, tu as investi, tu as un crédit, tu es en négatif au début, tu mets du temps à créer ta clientèle et à faire vraiment du revenu. Donc il faut accepter de faire de gros efforts et que la récompense soit décalée. Donc l'acceptation de la récompense décalée, c'est un truc, je crois, on n'est pas tous câblés de la même manière. Et l'étude, elle est très intéressante. Pourquoi? Alors si tu as quand même aussi t'as les vrais entrepreneurs, c'est ce qu'ils font. Au bout d'un quart d'heure, la personne revient, met un deuxième, et ils disent, est-ce que vous pouvez repartir? Comme ça, j'en ai peut-être 4. Tu vois, ils attendent pour en avoir 4. Mais l'étude, elle est intéressante parce qu'elle est longitudinale. Et du coup, ils ont analysé 30 ans plus tard quelle typologie, les 20% qui étaient en récompense décalée, qui ont attendu, est-ce qu'ils sont heureux dans leur vie? Est-ce que les 80% qui n'ont pas attendu récompense à court terme, est-ce qu'ils sont heureux dans leur vie? Ils ont analysé, j'ai fait plein d'analyses. Grosso modo, les 20% qui attendaient sont plus entrepreneurs, gagnent beaucoup plus d'argent et sont beaucoup plus épanouis dans leur vie. Tu vois? Donc, moi, je sais pas, je suis dans la case où j'attends et je travaille pour une récompense décalée. Ouais. Le sport, c'est ça. Ouais. Tu vois, en typologie de personnes, les personnes les plus intéressantes dans mon organisation, et les plus travailleuses, les plus résilientes, c'est les sportifs, les anciens sportifs de haut niveau. Tu vois, dans mon équipe, j'ai une ancienne championne de France de golf. Par exemple, j'ai les militaires. Ouais, j'allais te dire, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les militaires. Ouais, moi je pense les deux comme ça, à froid. Alors, pour 2 raisons différentes d'ailleurs. Hein. Parce que tu as le sportif, c'est la récompense décalée. Tu as un sportif de haut niveau, il y a les JO bientôt cette année là. Tu bosses pendant 4 ans pour une course qui dure 25 secondes. Tu rates ton départ, tu vois, t'as les boules. T'as travaillé
pendant 4 ans, et si tu échoues, bah, faut retravailler pendant 4 ans. Là, tu es à fond dans la récompense décalée. Et à l'inverse, alors c'est autre chose, mais du coup, militaire, c'est aussi de très bons entrepreneurs en moyenne, mais eux, c'est différent. C'est plutôt le côté discipline. Tu vois, on me dit ils vont pas chercher à réinventer la machine, ils vont fournir des efforts très réguliers, et ça marche super bien en entrepreneuriat, quoi. Tu associes du coup certaines typologies d'individus qui vont pouvoir créer le succès ou tout du moins avoir plus de facilité à réussir à une sorte d'identité ou des personnalités, en prenant le cas des militaires ici ou autres. Finalement, ici, on parle d'identité, donc tu parlais de développement personnel, qui a été une belle école pour toi lorsque tu l'as découvert. Moi, pareil, grâce au marketing de réseau qui plus est, où c'est vraiment ancré dans les mœurs, on te dit lis ce livre, écoute ce gars, etc. Selon toi, justement, est-ce que l'identité, c'est quelque chose de plutôt élastique? C'est-à-dire qu'on peut, elle est malléable et on peut la modifier, la changer au fur et à mesure? Et auquel cas, est-ce que tu as des méthodologies pour ça avec le temps? Parce que lorsqu'on est en quête de savoir pour pouvoir changer, grandir et donc se développer personnellement, c'est qu'on a cette croyance au fond, je pense. Ou est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de plastique, ou même si tu vas le tendre et le déformer, lorsque tu vas le lâcher, bah, il ne va pas forcément tu vas rester dans sa forme initiale ou revenir tel qu'il était. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce concept finalement d'identité. Selon toi, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir évoluer, changer et grandir, et switcher de la typologie d'individu qui va être très court terme finalement et manger le chamallow tout de suite à cette vision plus long terme pour pouvoir aller chercher la gratification différée? Bah déjà, changer, faut peut-être le mettre dans la case où déjà c'est très positif. Parce que t'as aussi beaucoup de gens qui vont te dire « Ah, toi, t'es en train de changer là ». Enfin, tu vois, surtout quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as des gens qui te voient changer parce que bah, t'es en train d'évoluer. En fait, t'apprends tellement de choses tous les jours que forcément, t'es obligé d'évoluer. Et vu que tu as des bruits autour de toi ou le jugement d'autrui, déjà, faut pas être sensible au jugement d'autrui, ou en tout cas, se dire au moins dans sa tête, les gens disent que je change, bah ouais, j'espère que je change en fait. Oui, je change et je suis fier de changer parce que je change dans le bon sens. J'évolue, j'apprends tous les jours. Je me perfectionne, je me passionne pour des sujets, j'aide des gens, je vais trouver des choses qui vont me plaire dans l'évolution. Donc le premier axe, à mon avis, c'est de loin, je veux changer pour évoluer, pour être fier de moi. Et tu vois, et là, de toute façon, dès qu'on parle entrepreneuriat et apprentissage, moi je vois le fil derrière conducteur de est-ce que je m'épanouis ou pas. Et ça, c'est un truc, si tu veux, j'ai du mal à recommander des livres ou pour quelqu'un qui veut avoir le déclic. Tu me disais ça. Moi, le déclic, je l'ai souvent avec des phrases. Tu vois, j'ai quelques phrases que je me martèle en tête. T'en as une là, comme ça, que t'as en tête? Ouais. Moi, j'en ai au moins 3 qui viennent quasiment tout le temps, tu vois. Une tout de suite là, comme ça, c'est qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? C'est Audiard que je sais plus dans quoi il a dit ça. Mais le qu'est-ce que je ferais? Alors déjà, je me parle jamais mal. Tu vois, je dis jamais ah t'es nul, t'es machin, ça c'est pas bon. Parce que à force de se le dire, on peut s'en convaincre. Et il vaut mieux dominer son cerveau que votre cerveau vous domine. Tu vois, donc jamais je me parle mal. Mais par contre, quand je me dis, je me réveille le matin et je me dis tiens, j'ai mon planning là. Ok, donc je fais ça, la to-do list. Très bien, mais qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Là, peut-être qu'il faut que je passe un coup de fil à mon grand-père que j'ai pas eu depuis une semaine. Peut-être que ce truc que je décale et que je veux pas trop faire, finalement c'est peut-être ça qui va changer mes résultats. Donc allez, j'y vais. Et puis finalement, en y allant, alors que j'hésitais à y aller, en y allant, je me rends compte que c'était pas si dingue. Et le fait de faire des choses qu'on a tendance à décaler, à repousser, ou de temps en temps on doit se faire un petit peu violence, c'est ce qui fait que le soir, tu vas te coucher, tu le sais, de toute façon, tu vas te coucher, enfin, tu rentres chez toi le soir, c'est où t'as la banane parce que t'as fait plein de trucs aujourd'hui et tu t'es senti évoluer, et tu te couches, t'es super bien et tu passes une super soirée, ou tu rentres chez toi et tu culpabilises un peu. Ouais. Aujourd'hui, je devais faire ça, bon, j'ai pas fait. J'ai repoussé encore tel truc, j'ai décalé à demain. Donc, tu vois, et je pense que moi, je fais partie, en tout cas, pour être passé dans l'entrepreneuriat de ceux qui ont dû se faire violence. Ok. Tu vois, à plein de niveaux. Mais après, c'est peut-être le sport qui m'a appris ça. C'est peut-être aussi l'éducation un peu dure de mon père. Tu vois, c'est quelque part, je sais pas, en fait, moi, j'étais très calme, tu vois, à moitié endormi, nonchalant, la totale, hein, tu vois. Et aujourd'hui, je suis pas ça du tout. Ouais. Donc, en termes de changement, c'est peut-être grâce à mon père, grâce à la curiosité, je pense que c'est important. Tu vois, j'aime bien cette qualité.
en termes de la curiosité, c'est une porte ouverte à tous les apprentissages, à ton évolution. Tu vois, tiens, je te redonne une deuxième. Toujours se coucher moins con qu'au réveil, quoi. Il y a 2 fois con là dans mes phrases. c'est peut-être inquiétant, mais c'est là, se coucher en n'ayant rien appris de la journée, tu vois, ça j'aime pas. Ok. Finalement, être fier de chaque journée, pas envie de dire comme si c'était la dernière, mais presque, quoi. Faire en sorte d'avancer, d'évoluer. Tu m'emmènes sur une 3e phrase que j'ai tout le temps. Ouais. On va tous mourir. Ok. Alors c'est là, et ça je pense que c'est un point commun qui fait qu'on est vachement heureux dans notre bande de potes entrepreneurs. Parce que, tu vois, je te parle de Benjamin, mais en fait on a un groupe, on est 6 potes à avoir plein d'actions dans les entreprises. On s'est rencontrés chez IAD à moitié, mais on se connaît, on est 2 groupes de 3 si tu veux, et on se connaît depuis la primaire. 3 et 3. Et on se rencontre ces 2 groupes-là chez IAD, donc on se retrouve à 6 avec la même philosophie. Et si je dois résumer un peu la philosophie, on pourrait la résumer comme ça, quoi. C'est-à-dire que on va tous mourir. Donc tu veux un déclic, bah vas-y, de toute façon t'as quoi à perdre. On a tous un peu un recul sur nos vies, peut-être. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on a perdu, tous dans nos histoires, perdu peut-être des proches, ou parce que on a conscience de la. Enfin, tu vois, moi petit, on me disait, on m'appelait Will. Putain, pourquoi je parle de ça? Mais je parle de ça, vas-y. On m'appelait, mon surnom c'était, je m'appelle Wally, mon nom de famille, c'était Will. Et tu vois, ça glisse, tu sais, les surnoms c'est le bazar, ça glisse. Donc c'était, et moi c'était William Serein. Tu vois, parce que je sais pas, les conserves là, William Serein. Mais c'était William Serein parce que William est toujours serein. Mais peut-être que c'est, moi je pense que c'est parce que j'avais un recul. Tu vois, je m'intéressais à l'astrologie, pas à l'astrologie, aux étoiles, à l'univers. Et moi je nous vois comme tous des poussières, quoi. Déjà la planète c'est une poussière. Nous on est des minuscules particules qui sommes là pour quoi, quelques années. À notre échelle ça paraît un peu long, mais enfin ça passe vite, le temps passe vite. T'imagines, je suis rentré et j'étais prof de golf, j'ai 44 ans, j'en reviens pas. J'ai l'impression qu'il y a 3 semaines, je démarrais IAD alors que c'était il y a 13 ans, tu vois. Le temps passe tellement vite. Pourquoi stresser? Enfin, il faut se lancer, quoi, à un moment. Il faut se lancer et il n'y a rien de grave. Après, il y a des cas particuliers, évidemment, et il ne faut pas se mettre en danger. Bah, c'est peut-être pas bête, tu vois, en stratégie, de se dire, j'hésite à me lancer dans tel domaine, dans telle activité. Évidemment, il faut faire le travail de savoir si c'est une bonne opportunité, c'est peut-être pas le bon timing, mais il y a un moment, il faut passer à l'action. Donc, il y a un moment, il faut déclencher ce truc-là. Moi, je pense que c'est une bonne idée de se dire, bah, il se passe quoi au pire? Si je me plante complètement, il se passe quoi au pire? Ok, et si ça se passe, qu'est-ce que je risque? Est-ce que je peux vivre dans ces conditions-là? Est-ce que je peux m'en sortir? Donc, je mesure le risque, je vérifie évidemment que l'opportunité est bonne et que je vais prendre du plaisir dedans et que je vais pouvoir m'investir à fond. J'ai les yeux qui brillent, bah, faut y aller. De toute façon, on va tous mourir, tu vois. Je vais revenir sur ton parcours entrepreneurial dans quelques instants, et notamment Propertips également, et même cette bande de potes que vous êtes, les 6, tous associés dans les différents business, etc., pour vivre cette aventure folle. Avant ça, j'ai une question aussi sur le marketing de réseau. Tu maîtrises plutôt bien ce sujet. Moi, pour ma part, j'ai grandi aussi en partie avec ça, et c'est ce qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat de par les barrières à l'entrée relativement faibles. Finalement, tu évoquais la différence entre quand tu voulais lancer ton commerce avec ce fameux restaurant à thématique où tu dois investir des dizaines et centaines de milliers d'euros, t'endetter, etc. Ou alors, tu te dis, bah là, j'investis 2000 euros sur 6 mois et puis je vais pouvoir développer mon activité, voire même des fois, ça coûte encore moins cher. Et grâce à cette industrie qui a, à mon sens, une bonne école pour l'entrepreneuriat. Et pourtant, elle a une très mauvaise image. Je suis assez content d'avoir face à moi finalement un professionnel du marketing de réseau, du MLM, comme on l'appelle, pour pouvoir, j'ai pas envie de redorer le blason de cette image, mais peut-être mettre plus de clarté sur pourquoi cette industrie a une si mauvaise image et quels sont les différents points clés. Tu en as évoqué un notamment, c'est-à-dire la création de valeur grâce au réseau lui-même et aux actions qu'ils mettent en place plutôt qu'aux adhésions des membres pour rémunérer les anciens adhérents. Mais peut-être une liste ou quelques éléments qui fait que celles et ceux qui peut-être ont aujourd'hui, en nous écoutant, une mauvaise image du marketing de réseau, vont comprendre que cette industrie qui finalement est saine, est noble, est très intéressante, a un potentiel dingue, que ce soit en tant que développeur d'une activité type MLM légitime, mais aussi en tant qu'entreprise. C'est une des seules industries qui permet à l'entreprise de rémunérer ses commerciaux
une fois que la création de valeur, elle a déjà été faite. Donc c'est un peu comme si tu devais payer Facebook Ads après avoir déjà encaissé ton chiffre d'affaires en faisant ton e-commerce et pas avant. Donc c'est assez dingue. Je connais aucune autre industrie qui permet ça. Donc j'y vois beaucoup d'avantages. Comment est-ce que tu pourrais expliquer dans quelle mesure finalement c'est quelque chose de sain? C'est quoi le MLM sain et pourquoi ça a une aussi mauvaise image selon toi? Mauvaise image parce qu'il y a des boîtes en France, en plus, c'est plus en France que dans beaucoup de pays. Hein. Tu prends aux États-Unis, Tupperware, tu prends en Allemagne, t'as Avon, je sais pas si c'est allemand. Ouais. T'as tellement de sociétés qui sont là t'en as qui sont là depuis 50, 70 ans. Ouais. Enfin, je veux dire, déjà, peut-être, si tu veux être sûr et que t'hésites, va sur une société qui est là depuis un bon petit moment, tu vois. Si elle vient d'arriver depuis 3 mois et qu'elle te fait des promesses incroyables, c'est déjà mauvais signe. Qu'est-ce que tu as? Tu peux regarder aussi le plan de rémunération. Plus il est compliqué, plus il y a d'alinéas, d'astérix dans tous les sens, etc., plus c'est mauvais signe. Il faut lire les contrats. Ça aussi, avant de se lancer dans un truc comme ça. En fait, tu peux pas... Regarde, moi je me suis donné à fond à 1000% parce que je savais que cette société-là, elle serait là dans 10 ans, dans 30 ans, et elle va me survivre, cette société. Tu vois, je vais la transmettre à mes enfants. Donc je vais pas m'investir dans un truc où j'ai des doutes. C'est pas possible, c'est pas envisageable. C'est trop de travail, c'est trop d'investissement. En plus, tu mets ton relationnel. Parce que souvent tu fais participer tes amis, et même si tu veux pas les faire participer, ils veulent te rejoindre de toute façon, donc vu que ça se passe bien. Donc c'est trop important pour prendre des risques démesurés, tu peux pas. Et tu vois, tu as la partie aussi sur IAD qui m'a vachement rassuré, c'est création de fonds de commerce. Ouais. T'as pas beaucoup de marketing de réseau qui arrive à mettre ça en place, mais du coup il faut se renseigner aussi sur cette partie-là. Tu peux nous en dire plus sur ce sujet, la création du fonds de commerce? Si tu veux, regarde, prenons l'entrepreneuriat classique. Qu'est-ce qui fait que tu valorises un fonds de commerce? C'est le fait que si toi, dans ton entreprise, tu es entrepreneur aussi, si Alec Henry disparaît, il y a des entreprises qui vont... T'en as plusieurs, toi. Donc, mais t'as celle où ton nom est très important, où ça va être dur, qu'elle continue sans toi, mais t'as aussi des entreprises qui tournent par elles-mêmes toutes seules. Okay, donc moi, j'ai une équipe de 350 conseillers en immobilier. Si je suis malade ou si je vends ma position à une autre personne, si elle prend ma place, elle va faire le même résultat en chiffre d'affaires. Donc si tu veux, vu qu'il y a un revenu récurrent à tendance croissante qui ne dépend pas de Karim Wally, là tu as valorisé un fonds de commerce qui est pérenne. Donc là tu peux, après la valorisation c'est l'offre et la demande. Alors le truc c'est qu'on n'est pas beaucoup à vendre forcément, parce que ça se passe bien, mais évidemment c'est l'offre et la demande, c'est le récurrent, c'est la croissance et c'est le fait de ne pas être indispensable aux revenus récurrents de ta société. Complètement. Et après ça va chez le notaire, hein. Donc on signe chez les notaires, experts comptables et avocats. C'est les 3 typologies de personnes qui peuvent signer la cession. D'accord. Comme un fonds de commerce classique en fait, hein. Ouais. Avec les mêmes conditions. Donc c'est un bon critère ça peut-être aussi pour sélectionner. Complètement, ouais. Là en l'occurrence c'est un critère différenciant qui apporte une valeur ajoutée supplémentaire par rapport aux autres offres du marché et qui fait que t'as pas une dimension uniquement court terme mais aussi une dimension long terme au développement de cette activité et c'est hyper intéressant. Tu parlais notamment de transmission, là typiquement c'est quelque chose que tu peux transmettre. Parlons un petit peu aussi de Proper Tips. C'est super intéressant ce que tu as mis en place. Tu crées avec ton associé du coup Proper Tips en 2014. Comment l'idée de développer une application dans un modèle de marketing de réseau déjà établi vous est-elle venue? Et surtout, dans un modèle aussi traditionnel que l'immobilier, venir casser les codes, faut oser. Vouloir justement chambouler un petit peu un marché qui est établi mais qui est surtout saturé, avec une proposition de valeur qui est nouvelle et qui derrière va, j'imagine, expliquer aussi la croissance que vous avez eue parce que c'est quand même 300 000 apporteurs d'affaires rémunérés aujourd'hui, Proper Tips. Et on en parlait ensemble il y a de ça quelques semaines. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a changé aujourd'hui, mais quasiment intégralement sans budget publicitaire, donc complètement de manière organique, sans avoir besoin de faire de la publicité en ligne ou autre. Donc c'est assez fou pour être souligné. Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé dans ce projet dingue? Alors, tu as commencé par l'idée. L'idée, franchement, on donne assez peu, surtout entre associés, on donne assez peu de valeur aux idées parce que là, c'était facile.
Puis une bonne idée, de toute façon, ça peut être copié par tous les concurrents. L'idée a pas tant de valeur que ça. Là, c'était facile. Si tu veux, tu avais une vraie problématique. Une bonne idée d'entreprise, c'est résoudre un problème. Donc là, on est dans un métier qui est là, établi depuis longtemps, et on connaît la problématique principale, c'est avoir des biens à mettre en vente. Donc c'est avoir un mandat. Et du coup, cette problématique, on la résout comment ? On a tous un réseau relationnel. Donc on connaît forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vend son bien immobilier. Donc en fait, on est allé sur le truc, si tu veux, on a attaqué le truc le plus important pour un conseil immobilier, c'est la recommandation. Si tu as quelqu'un, si tu as un ami qui vend son bien immobilier, faut trouver un moyen qui m'envoie l'information. Donc à partir de là, nous on avait déjà un système qui était en place chez IAD qui était déjà pas mal. Hein. On rémunérait les apporteurs d'affaires, mais on leur faisait signer un contrat en papier, tu vois. Donc si je viens avec un contrat de 4 pages et que je te demande de m'envoyer, d'être mon apporteur d'affaires, de m'envoyer du business et de signer un contrat au début qui fait flipper, tu vois. On a la phobie administrative en France qui est bien connue. Tu vois des petits trucs écrits en... Bon, c'est assez flippant. Donc on s'est dit, il faut qu'on renverse le modèle et grosso modo, on s'est dit, il faut une appli. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit simple d'envoyer la recommandation. Il faut qu'on ait un suivi. On n'avait pas de suivi. C'est-à-dire qu'en face, tu as un conseiller immobilier qui va pouvoir dire, ça y est, je l'ai appelé de ta part. C'est bon, on a un rendez-vous, ça y est, on a fait une visite, ça y est, le mandat est signé. En gros, tu as une traçabilité de la vie de la recommandation. Et ça, c'est important parce que le mec se dit, celui qui a fait la recommandation, il se dit, j'ai envoyé la reco, mais ça se passe bien. Le dossier évolue. J'ai un potentiel gain parce que si c'est vendu, on sait les honoraires, on sait ce que le conseiller en immobilier va être prêt à te rétribuer. Donc, c'est hyper pratique. Potentiel gain temps. Et voilà, la vie de ma recommandation, elle avance. Donc, ça me donne envie d'en refaire une. Tu vois, même si j'ai pas encore touché l'argent. En fait, c'est de la déduction logique. Hein. Si on prend l'idée, c'est que de la déduction logique où on avait nous-mêmes le problème, en fait. On a résolu notre problème. Hein, après coup, souvent, les déductions logiques comme ça fait sens. Et on se dit, mais c'était si évident, évidemment qu'il l'a fait comme ça, etc. Mais est-ce que dès le départ, finalement, vous avez de la clarté, comme là, tu l'as aujourd'hui en me l'expliquant, où ça s'est construit au fur et à mesure et on spot un problème, on essaie d'y mettre en face des solutions et puis ensuite on déploie et on ajuste au fur et à mesure du temps. Franchement, on avait l'idée de base. Okay. On s'est dit qu'elle suffisait quasiment elle-même. Et finalement, ce qui est génial, et on l'a présenté comme ça auprès de la communauté de conseillers immobiliers, on leur a dit, de toute façon, c'est votre application, c'est un cerveau collé. On est tous, là aujourd'hui on est 15 000, c'est 15 000 personnes qui donnent leurs idées et on implémente les bonnes idées au fur et à mesure. Alors de temps en temps, il y a des idées qu'on est obligé de mettre de côté, parce que faut aussi qu'on ait notre conviction. Ça, c'est un truc aussi, quand tu crées ta boîte, je reprends un peu de distance, quand tu crées ta boîte, faut effectivement écouter les retours, mais au bout d'un moment, ça sort carrément de ton idée de départ et qui est la bonne idée. Donc, faire attention aux retours, faut les sélectionner. Et le bon moyen pour ça, c'est ce qu'on a fait, on a écouté les meilleurs. Ceux qui étaient bons, les meilleurs performants. Après, on avait la chance d'avoir un échantillon de gens assez important, mais on écoutait surtout les retours de ceux qui faisaient les meilleurs perfs. Parce que c'était les plus pertinentes et c'était les plus fonctionnelles. Et itérer, alors que tu as un échantillon devant toi, c'est assez facile. Hein. C'est assez facile de rester ouvert à l'écoute et de s'inspirer de leurs meilleures idées. Et j'imagine que tout de suite, vous avez pu déployer ProperTips dans le réseau IAD et donc bénéficier aussi de l'exposition et de l'effet de levier de l'ensemble de ces conseillers. Oui, bien sûr. Et puis, ils connaissaient déjà le marketing relationnel. Ouais. Donc, si tu veux, c'était assez facile de leur faire comprendre que vous déployez en marketing relationnel. Donc, ça vous donne de la stabilité, ça vous motive, ça aide c'est du gagnant-gagnant, en fait. C'est plein de fonds de commerce qui interagissent entre eux et qui s'apportent du business. Donc, ils avaient déjà cette culture-là. Et forcément, quand on leur a dit, vos apporteurs d'affaires, on va aussi leur ouvrir un marketing relationnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils offrent des comptes à d'autres apporteurs d'affaires, on va vous intéresser, on va vous remercier. Si l'apporteur d'affaires gagne 500 €, on va vous donner 75. Tu vois, c'est de l'affiliation basique quasiment, tu vois. Mais c'est suffisamment motivant pour déployer. Alors nous, on pensait, tu vois, comme toujours, on pensait que ça allait aller beaucoup plus vite encore, tu vois. Okay. Là aujourd'hui, on a 850 000 personnes. Moi, je croyais qu'on allait faire en 1 an, tu vois. Okay. Et bon, tu vois, comme d'habitude. Mais bon, faut s'adapter, faut être un peu patient, faut améliorer l'outil au fur et à mesure. Et tu vois, regarde, tu parlais des afterwork, les apéros réseau.
En fait, ça s'appelait Apéroso, maintenant ça s'appelle Afterwork. On a changé tout le nom à Propertips. Avant, ça s'appelait Nos Réseaux, mais ça marche pas à l'international. Et vu qu'on est dans 8 pays maintenant et qu'on veut en conquérir encore d'autres, on a changé de nom. C'est Propertips. Tu vois, ça marche mieux. Property, immobilier, tips, astuces, bon plan. Donc, tu vois, on a changé et les Afterwork, on n'avait pas prévu ça au début. Tu vois, dans l'idée de départ, on n'avait pas du tout l'Afterwork. Ouais. Alors, zéro. Et puis en fait. On a essayé une fois un peu pour tester le truc de boire un verre avec nos apporteurs d'affaires. Et en fait, on s'est rendu compte que quelqu'un t'envoie du business si tu crées du lien avec. L'appli, il s'en fout, mais complètement. Tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas le côté humain. Par contre, tu passes un bon moment, tu bois un coup avec, tu rigoles avec, tu crées du lien, les gens vont te recommander. Tu vois, la recommandation, c'est pas juste l'outil, c'est vraiment la nature c'est le lien que tu as créé avec ton apporteur d'affaires, en gros. Et ça, je pense que ça peut s'appliquer à tous les business. Si la personne t'apprécie, si tu lui as apporté quelque chose, elle a envie de te renvoyer l'ascenseur. Et évidemment, là, elle peut devenir vraiment ton apporteur d'affaires. Et aujourd'hui, du coup, Propertips, n'importe qui peut en bénéficier. Typiquement, imaginons, moi, je suis en France ou autre, je connais quelqu'un qui veut vendre un bien. Ouais. Je me fais référencer sur l'application. Je vais du coup mettre en relation la personne qui veut vendre son bien avec un agent que je connais ou qui est dans l'application, j'imagine. Ouais. Et juste pour cette simple recommandation, je vais pouvoir recevoir une commission de quelques centaines d'euros, voire 1 millier d'euros, etc. C'est ça, c'est 500 euros en moyenne, okay. Une rémunération. Donc, en gros, c'est le conseiller en immobilier, grâce à toi, il n'a pas eu besoin de prospecter. Tu vois, de mettre des prospectus dans les boîtes, faire de la pige au téléphone, faire de la prospection du tap-tap. Toutes ces étapes-là, si tu veux, il les a économisées. Ouais. Donc, lui, il est très très heureux de te rémunérer en moyenne, c'est 500 euros via l'application. Tu vois, c'est assez simple comme fonction. Tout le monde y gagne. Ouais, tout le monde est gagnant, donc ça marche comme ça. Et pour passer de 0 à 850 000 personnes sur son application, qui est finalement sur une application comme celle-ci, ce qui fait sa valorisation, ce qui fait son volume, et ce qui fait qu'aujourd'hui ça représente 15% du chiffre d'affaires d'IAD finalement, comment vous y êtes pris? Parce que tu dis, nous on voyait ça en 1 an. Ouais. Ça fait 10 ans, mais même en 10 ans, c'est quand même une très très belle réussite. Oui. Beaucoup de gens qui nous écoutent aimeraient pouvoir justement avoir une si belle réussite et autant de membres sur son application, et ce, quelle que soit la typologie d'application ou le domaine. Toi, dans ton cas, est-ce qu'il y a différentes étapes ou il y a différentes choses que, a posteriori, tu estimes que ça a fait le succès de la chose, outre la partie affiliation Oui, tu as le modèle, parce que du coup, effectivement, tu vois, on commence la publicité là. On commence la publicité depuis quoi? Même pas, ça fait 2 mois je crois qu'on a commencé la pub. Donc on est monté de 0 à 800 000 avec même pas 1 euro de pub. Tu trouveras jamais, même pas un truc sponsorisé sur Facebook. Tu vois, jamais on a dépensé 1 euro. Donc c'était que le modèle finalement, déjà des IADiens qui se disent je veux des apporteurs d'affaires, j'offre des comptes. Et puis certains qui prennent les choses en main, qui se disent moi aussi je veux me créer un petit revenu passif, un petit revenu récurrent. Donc oui, je fais des recommandations. Si quelqu'un veut vendre un bien, je me sers de l'application. Mais en plus, je vais offrir des comptes à plein de gens. Okay. Parce que si eux ils gagnent 500 euros, moi je gagne 75 à chaque fois. Donc du coup, le fond, et ce qui a fait la croissance organique, c'est d'abord le marketing relationnel. Après, tu vois ce que je te disais, au début, moi je pensais que ça allait beaucoup plus vite et que tout le monde allait prendre le truc en main et ça allait exploser. Ça, c'est le rêve. Moi je suis le rêveur, tu vois. Benjamin, c'est le raisonnable, moi je suis le rêveur. Je comprenais pas pourquoi les gens ne s'en servaient pas. Et tu vois, du coup, on lance le truc et ça mouline, ça met du temps. On a du mal à trouver nos premiers exemples. Très important, tu vois, comment on fait pour après réussir à faire marcher quand même le concept, c'est s'être appuyé par exemple sur les premiers exemples. Tu vois, on aime bien dire qu'il faut passer, je pense que dans le management, même avec des équipes, il faut passer du temps avec les meilleurs. Tu vois, on a tendance à vouloir rattraper ceux qui font pas et passer beaucoup de temps avec. Et tiens, on reprend une sorte de Pareto inversé. Grosso modo, il faut passer 80% de son temps avec les 20% les plus efficaces. Et surtout pas l'inverse. Et moi au début j'essaie de rattraper tous ceux qui faisaient rien, mais ça sert à rien. Ouais. Tu prends les meilleurs, tu les rends encore meilleurs, tu les aides à passer encore au niveau au-dessus. Une fois qu'ils sont très bons, tu les rends excellents. Une fois qu'ils sont excellents, tu les rends exceptionnels. Et là, tu vas t'appuyer sur eux comme modèle. Et une fois qu'on a construit ce modèle-là, après j'ai pris le bâton de pèlerin et j'ai fait le tour de France, je sais pas combien de fois. 5, 6 fois, 7 fois, voiture, hop. Événements, formation. Tu vois, vu qu'on est répartis, à l'époque, je sais pas, on devait être 3000 en France. Okay. Et on a des pôles de formation. Tu sais, on a beaucoup de formations chez IAD. On a beaucoup de pôles
C'est même pas le chiffre exact, mais c'est plus de 500, je crois, un truc comme ça. Donc, tu as des endroits où on reçoit pas les clients, mais on loue des bureaux pour se former ensemble, faire des événements, et ainsi de suite. Et donc, je vais dans ces... je fais le tour de France. Je connais toutes les villes de France de plus de 10 000 habitants, je pense. Ok. Tu vois, j'ai vraiment... mais après, du coup, c'est pour dire que c'est du travail. Et les gens, ils te voient en webinar, c'est bien. Ils te voient... Tu vois, on faisait des webinars tous les mois. Par exemple, ça, c'est aussi un autre repère. Tous les 3e mardis de chaque mois, depuis 10 ans, j'ai mon webinar. Je suis jamais arrivé une minute en retard. De 10h à 13h, tous les 3e mardis de chaque mois. Et du coup, tout le monde dans la boîte sait que je serai là. Tu vois, il y a un nouveau, ils savent que 3e mardi du mois. Ok. Donc, créer un truc régulier. Donc, il faut que je compte, mais je crois que j'ai dépassé les 110, 120, tu vois. Sur 9-10 ans, ouais, ça doit être ça. Et même si je suis à l'étranger, même si les 4h du mat avec le décalage horaire, je suis là. Et je suis pas une minute en retard. Jamais j'étais en retard. Donc, avoir un truc récurrent, voir les gens après physiquement, parce que ça fait passer d'autres émotions. Et encore une fois, tu as le côté, tu fais la formation, mais après, tu restes avec eux. Tu dînes avec eux, tu rigoles avec eux. Et tu as plein de gens dans la profession qui pensaient que c'était un peu trop beau pour être vrai encore, tu vois. Et c'était peut-être qu'il y a un loup quelque part. Et en fait, de se voir physiquement, tu arrives à convaincre les gens un par un, à gauche, à droite, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Au bout de 4 ans, ça commence à prendre un peu. 5 ans, hélas. Et tu vois, tu as la courbe qui s'accélère. La courbe d'adoption, c'est très dur d'avoir ce qu'on appelle les early adopters, les premiers. Il faut les cibler, il faut passer beaucoup de temps avec. Et après, ça accélère, mais c'est par le travail. Et puis à un moment, l'outil révèle son vrai potentiel après avoir travaillé. Après, il y a peut-être des trucs que tu arrives à lancer et du jour au lendemain, ça marche. Je pense que ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup, je pense. Complètement. Et aujourd'hui, ce qui vous mène finalement à être le premier réseau d'apporteurs d'affaires dans l'immobilier en Europe. Ouais. Quand tu atteins le statut justement de leader sur un marché, qui plus est en plus un marché aussi complexe que l'immobilier, à un niveau aussi gros qu'est l'Europe, tu es au top, tu es au sommet. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent soit copier, soit vous déloger, etc. Comment faire face à ça et quels sont les différents challenges auxquels on fait face lorsqu'on est leader? Alors, je pense que ça a été le cas dans les deux. Alors, moi, je suis pas cofondateur d'IAD, mais je suis un gros développeur au sein de cette entité. Donc, évidemment, il y a eu des copies d'IAD, il y en a plein. Propertips, du coup, on a eu les copies aussi. Ça a mis un peu plus de temps. Et moi, j'en parlais avec les associés, je fais vivement qu'il y ait de la concurrence, quoi, tu vois. En fait, je suis un ancien sportif de haut niveau. Moi, je suis un compétiteur, j'adore ça. Donc, j'attendais, moi, qu'il y ait une vraie concurrence sur Propertips. Alors, je crois qu'on a été copié une centaine de fois. Okay. Et en fait, les gens, ils n'ont pas du tout compris la barrière à l'entrée. Elle est trop grande. Elle est trop grande parce que c'est un modèle, si tu veux, on redistribue tellement à ceux qui font les recommandations. On rémunère aussi ceux qui ont offert l'application à d'autres personnes. En fait, c'est un modèle où on gagne très peu d'argent. Sur Propertips, de base, on gagne très peu d'argent. Tu peux gagner de l'argent si vraiment tu as des volumes énormes. Si tu raisonnes l'an dernier, on a généré plus de 70 millions d'euros d'honoraires. En volume de recommandation, c'est énorme. On a distribué à nos apporteurs d'affaires 7,2 millions d'euros, tu vois, sur l'année. Tu vois, ça commence à être sympa. Mais vu qu'on reverse 7,2 millions, nous, on a une petite marge, mais là, on commence à gagner de l'argent. Et tu vois, si tu attends d'atteindre les 500 000 personnes, on va dire, pour gagner de l'argent, en fait, tous ceux qui ont copié, ils ont fermé. Alors, il y en a encore, mais on n'a pas eu de vraie concurrence sur Propertips. Et en plus, on a un avantage, ce qu'on appelle un unfair advantage. C'est pas juste, quoi, pour les autres. Nous, on a déjà 15 000 IADiens qui vont s'en servir. Ouais. Si tu lances la même chose et que tu n'as pas 15 000 personnes déjà de base qui en plus connaissent le marketing relationnel, tu peux copier autant de fois que tu veux ce qu'on a fait, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, il y a une grosse barrière à l'entrée. Et lorsque tu as une aussi grosse communauté, notamment d'apporteurs d'affaires, donc pour que ça ait de la valeur, au même titre que tes équipes chez IAD, pour que ça ait de la valeur, il faut qu'ils soient actifs. Tu l'évoquais, une de tes plus grosses frustrations, ça a été de prendre conscience que la plupart ne sont pas aussi actifs que toi, aussi efficaces que toi. Quelles sont les différentes méthodologies, outils, stratégies que tu mets en place pour faire en sorte que tes équipes soient efficaces? Parce que ça vaut pour n'importe quel type d'activité. Un entrepreneur, la ressource humaine est clé et il doit être en capacité d'animer, de motiver, de former et d'activer ses équipes de la bonne façon.
Alors du coup, je vais pas te parler de ProperTips sur ça parce que c'est des gens que c'est un truc occasionnel. Ouais. Donc nous, on est parti sur l'idée qu'à peu près, s'il y avait 5% actifs dans l'année, tu vois, sur 800 000, si tu en as 5% qui sont actifs, tout va bien. Tu vois, qui envoient une recommandation déjà, t'es très bien. Donc je vais pas trop parler de ça, plutôt les équipes qui se font du coup de la transaction immobilière chez nous dans nos organisations. Pour les rendre actifs, y a plein de choses, mais moi j'ai envie d'aller chercher, grosso modo, c'est l'épanouissement des gens. Tu vois, est-ce que notre objectif c'est qu'ils fassent exactement ce que nous on a fait? Non, pas du tout. Tu vois, t'as des gens qui vont être beaucoup plus heureux que moi en travaillant beaucoup moins et c'est génial, tu vois. Donc, je vais surtout pas les pousser à faire quelque chose qui est au-dessus de ce qui leur fait plaisir. Donc l'idée générale, c'est de savoir s'intéresser à eux, savoir ce qui les anime, savoir ce dont ils ont envie, le fameux pourquoi, tu vois, c'est quoi? Tu veux être à ton compte, ok, pourquoi? Parce que ok, mais pourquoi tu veux ça? Et aller chercher, aller un peu plus en profondeur et savoir ce qui les anime vraiment. Tu vois, chez IAD, je crois que la moyenne d'âge, c'est 47 ans, un truc comme ça. T'as 58% de femmes, ce qui est quand même important, tu vois. En entrepreneuriat, c'est vachement bien. En fait, les gens ont des objectifs complètement différents. Mais tu vas retrouver souvent le besoin de liberté. Ça, tu l'as énormément. Besoin de maîtriser son emploi du temps. Pour pouvoir gérer les enfants. Tu vois, c'est besoin des gens qui viennent vraiment pour aller chercher une autre vie en termes de rémunération. Ils sont pas satisfaits de la vie qu'ils ont parce que, je sais pas, la maison est trop petite, ils vivent pas à l'endroit où ils aimeraient vivre, ils voyagent pas assez dans l'année, ils veulent aider leurs parents, ils ont quelqu'un de la famille qui a un handicap, qui veut l'aider. T'as un champ énorme de toute façon de motivation différente, mais c'est ça qu'il faut aller chercher de toute façon. C'est vraiment qu'est-ce qui te motive profondément et qui fait que tu vas accepter tous les jours d'avoir une certaine discipline, alors que de base t'es pas du tout discipliné. Mais tu vois, on l'a dit, pourquoi les militaires fonctionnent bien? Parce qu'ils ont une régularité, une discipline, une rigueur. Si de base tu l'as pas, notamment t'as été salarié et t'as été habitué à ce qu'on te dise ce qu'il faut faire, pour que toi, le matin, tu te bottes les fesses pour faire tout ce qu'il y a à faire, il faut savoir pourquoi tu le fais. Si tu sais pas pourquoi tu le fais, tu vas avoir du mal à affronter les montagnes émotionnelles de ce métier qui est bourré de montagnes émotionnelles, hein, tu vois. Surtout celui-là. Donc ça a été énormément... mais ça, tu peux pas le faire, tu vois, avec 350 personnes, je peux pas le faire. Donc je vais le faire avec moi, les gens que je manage, j'en ai que 5, tu vois, que je manage. Et les 5 ont mis des personnes en place. Donc c'est ça qui est beau dans le marketing relationnel aussi. C'est que quand tu dis tu as 350 personnes, en fait, t'en as que 5 à manager. Alors tu crées des challenges, évidemment, pour tout le monde. Hein. Et tu fais des choses pour tout le monde. Mais tu crées une relation très intime et très personnelle avec les personnes que tu manages directement. Et de toute façon, c'est la même chose, je pense, dans une entreprise traditionnelle. Hein. Ouais. Tu vas créer du lien avec les gens que tu manages toi. Et s'ils managent, eux, à leur tour, tant de personnes, c'est à eux de construire ce lien-là. Donc, s'intéresser vachement aux gens, de toute façon. Créer du lien avec eux. Caler des objectifs, mais des objectifs qu'il faut vraiment visualiser, quoi. Alors déjà, les écrire, évidemment, parce que s'ils sont pas écrits, ils n'existent pas. Mais les écrire, c'est bien. Visualiser, en fait, t'as les en développement personnel, ils en parlent beaucoup, mais le vision board, c'est vrai que c'est assez sympa. Et c'est vrai qu'on a besoin d'images. Tu vois, je sors d'un séminaire, là, on a fait un truc avec Michael Aguilar qui était exceptionnel. Il a parlé vachement du côté verbaliser, c'est bien, mais visualiser tout ce qui nous motive, souvent c'est visuel. Et moi, je demande souvent aux gens de mes équipes de me dire, dans 10 ans, ok, tu te vois où? C'est quoi ta journée de rêve? Dans 10 ans, ta journée de rêve, elle ressemble à quoi? Et du coup, moi, j'ai fait un truc un peu différent, même pour moi, je l'ai fait. C'est même pas ma journée de rêve, j'ai fait ma semaine parfaite. Tu vois, la semaine parfaite, dans 10 ans, elle ressemble à quoi? Et du coup, j'ai une sorte de planning, tu vois, avec les trucs perso en rouge, le sport en vert, les trucs extrêmes, parce qu'il y a un côté sport extrême, je sais pas pourquoi. Tu vois, j'en fais pas du tout aujourd'hui, mais je sais qu'il y aura au moins une demi-journée de sport extrême. Je sais qu'il y a une après-midi de golf. Je sais qu'il y a une matinée. Alors, tu vois, dans 10 ans, je te le dis, hein, en boulot, je suis à 1 jour et demi de travail. Tu vois, je pense que c'est le bon truc pour que je sois heureux. Une matinée pour recevoir des projets, des gens qui me pitchent pour investir dans leur boîte. Et une journée, le lundi, tu vois, de bloc matin, après-midi, où là, je vais vraiment travailler sur mes activités qui seront encore en cours. Et après, c'est du sport, c'est du relationnel, c'est tout ce qui peut t'aider à t'éclater. Et du coup, c'est intense. La semaine, elle est sympa. Tu vois, je l'ai en tête, là, en fait, j'ai les cases qui
j'ai les cases qui flashent. Donc du coup, c'est aider les gens peut-être à s'autoriser à rêver, tu vois. Et cette semaine, justement, telle que tu l'as décrit, j'imagine qu'elle a quand même assez bien évolué et changé lorsque tu as eu l'opportunité notamment de revendre ta boîte. Ouais. C'est quand même une étape dans la vie d'un entrepreneur de pouvoir revendre son entreprise, son bébé qu'on a créé finalement, auprès duquel on a travaillé toutes ces années, la valoriser le plus haut possible, le mieux possible, mais aussi la vendre aux bonnes personnes de façon à ce qu'elle ait de beaux jours devant elle, parce que c'est l'objectif aussi de l'acheteur derrière. Toi, dans ton cas, qu'est-ce qui a changé dans ta vision et dans ton quotidien lorsque tu as pris la décision de revendre ta boîte et lorsque ça a été acté? Ça, on en parle peu souvent, justement, des exits. Tu as certains entrepreneurs, je me souviens, j'avais reçu un entrepreneur sur le déclic qui, lui, carrément avait presque perdu du sens à sa vie et déprimé parce que son quotidien était complètement chamboulé, au point où il prenait sa voiture, puis il se rendait compte qu'il avait plus besoin d'aller au bureau une fois qu'il l'avait vendu et qu'il n'était plus attendu là-bas. D'autres qui vont changer complètement de vision et vont pouvoir aller mettre en place des choses encore plus grandes et continuer à créer leur empire. Et certains qui vont vouloir justement travailler un peu moins, investir dans des projets qui leur tiennent à cœur et qui font du sens pour eux, et puis pouvoir faire des choses qui les passionnent, un petit peu ce que tu viens d'évoquer. Toi, dans ton cas, comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Moi, c'est un peu spécial parce que j'ai un earn-out. En gros, on a revendu la société, mais d'ailleurs, c'est très fair-play de l'avoir fait comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait une valorisation à l'instant T, mais vu qu'ils avaient besoin de nous pour continuer à développer la société sur les 5 ans qui venaient, du coup, on va avoir une autre valorisation dans 5 ans. Donc, si tu veux, on n'a pas fini de valoriser la société finalement. Donc je suis encore dedans, mais c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup plus de moyens qu'il y a quelques années. Ouais. Donc tu vois, j'avais une liste d'objectifs et si je regarde la liste que j'avais visualisée à aujourd'hui, tu vois, j'ai coché quasiment toutes les cases. Donc l'idée c'est, tu vois, je garde le saut en parachute pour dans 10 ans pour un gros truc, mais sinon le reste j'ai coché plein de trucs. L'idée c'est peut-être aussi, c'est tellement intense en fait. Tu vois, une boîte comme ça sur 10 ans. Le Tour de France, je sais pas combien de fois, répondre aux demandes de tellement de personnes, des demandes en permanence. Et vu que tu es passionné, tu réponds à tout le monde, tu es à fond. Mais 10 ans, les 10 ans passent vite. Donc là, je suis un peu dans une phase, je pense, où je souffle un peu, on refixe des objectifs, on se réouvre à s'autoriser à faire un peu plus de sport. Tu vois, j'ai pas fait de parcours de golf. Je suis passionné de golf. J'ai pas fait un parcours de golf, je crois, depuis 3 ans. Tu vois, ça me manque. J'ai envie de jouer au golf. Mais alors que ça me manque, tu vois, je me l'autorise pas encore. Tu vois, Qu'est-ce qui t'en empêche? Non, mais j'ai trop de trucs. En fait, un parcours de golf, c'est 5 heures. C'est 5 heures et tu coupes ton téléphone. Tu laisses tomber le téléphone. Sinon, vaut mieux pas aller jouer. Enfin, pour moi, vaut mieux pas aller jouer. Donc, 5 heures, enfin, tu vois, le dernier parcours que j'ai fait, je me rappelle, c'était pas une expérience de dingue. Alors, j'avais un plaisir énorme à jouer. Mais je suis revenu, j'avais une grosse to-do list et, tu vois, je culpabilise, en fait. En 5 heures, je peux aider vachement de gens. Et en fait, là, notre métier, t'imagines, on est rémunéré pour aider des gens à s'épanouir en se lançant à leur compte, tu vois, c'est quand même cool. Ouais. C'est quand même cool et t'as envie de foncer, quoi. T'as tendance à repousser tes plaisirs. Donc c'est pour ça que, tu vois, j'ai ma planification à 10 ans. Je sais que, par contre, le golf, j'irai au golf et il n'y aura pas de débat. Okay. Mais je me l'autorise pas encore, en fait. Puis là, c'est tellement dynamique, tu vois. On a une licorne qui est passée Centaure, qui explose. C'est en train d'ouvrir des pays dans tous les sens. On est en train d'ouvrir la Floride. On vient d'ouvrir l'Angleterre. On a Properties derrière qui doit suivre. Tu vois, j'ai encore vachement de piment. Il y a plein d'entrepreneurs qui viennent nous voir parce que ils savent qu'on a une équipe. Tu sais, on a une équipe de développeurs aussi avec Benjamin et Dounia. On a deux associés. On a une société au Maroc avec un espèce de back-office pour les boîtes où on investit et avec aussi des développeurs informatiques. Du coup, ils voient l'application Properties. Du coup, ils se disent, tiens, on va aller voir Karim et Benjamin et puis on va leur poser des questions sur ce projet-là. Donc, tu vois, on se fait pitcher et on a envie d'y aller. Mais en fait, on est obligé de dire non très souvent. Parce que si tu commences à partir dans plein de projets, tu n'y arrives pas. Enfin, en gros, tu vois, j'arrive pas encore à être en phase repos pour finir. Tu vois, je m'analyse en direct et j'arrive pas trop encore à être en phase où je prends le temps d'apprécier tout ce qu'on a construit. Mais je suis un peu entre les deux. Okay. J'ai quand même ralenti. Tu vois, sur la dernière année, on a réussi à se rendre dispensable avec Benjamin, je pense.
On a mis des personnes en place qui maîtrisent bien la machine, mais on a encore envie d'y aller, quoi. Et puis c'est des beaux moments aussi, regarde. On sort d'un événement, il y a 1600 personnes, 1600 chefs d'entreprise, tu vois, qui font une journée avec des coachs énormes. On fait une fête derrière géniale. Tu vois les smiles partout. Enfin, tu vois, c'est cool. C'est dur de pas y aller. Complètement, je te rejoins. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est un earn-out, pour le simplifier très simplement, c'est tout simplement revendre ta boîte, tu fais une valorisation au départ, tu vas quand même prendre un ticket initial, mais on va identifier que on a encore besoin de toi dans l'entité pendant en général une période de 3 à 5 ans, ça peut varier. On va refaire une valorisation et si les objectifs sont atteints, eh ben, tu vas prendre l'autre partie du ticket qui était prévu initialement, voire même un ticket basé sur la valorisation finale. Et ça a l'avantage en fait d'éviter les longs débats sur qu'est-ce que ça vaut et qu'est-ce que ça va valoir. Ouais. En fait, c'est un côté, c'est une façon très fair play, je trouve, de racheter une société ou de la céder. Ouais. Complètement. Et je rebondis sur un sujet. Tu dis, je dois plus souvent dire non que oui lorsqu'on me pitch un projet. Ouais. Tu as investi dans beaucoup de projets. Je me souviens la dernière fois qu'on a échangé, tu m'as dit la phrase et ça m'avait fait rire, ça m'avait marqué. Je saurais même pas te dire dans combien de boîtes je suis au moment où je te parle. Parce que j'ai investi dans plein de projets, etc. Ouais, alors je te disais ça, je pense que je raisonnais avec les 6. Ok. Parce que si tu regardes, si on doit tracer, tirer les fils et savoir. Parle-nous-en justement de ces 6, parce que je trouve que c'est assez intéressant. C'est pas anodin finalement, déjà d'entreprendre entre potes. Dès l'âge très jeune, tu avais ce concept. Ouais. Puis ensuite, donc vous êtes 3, vous vous lancez, vous mettez en place différentes choses. Et puis vous rencontrez 3 autres qui, eux, ont la même vision, les mêmes valeurs, etc. C'est vraiment presque un double. Ouais, c'est bizarre. Et vous vous unissez à 6. Vous êtes du coup chacun, tous plus ou moins associés dans les boîtes de tous. Donc vous êtes un groupe, un ensemble qui fait que vous avez envie d'évoluer et de grandir. C'est pas anodin. Tu peux nous en dire plus sur ce concept? Parce que déjà trouver un associé, c'est pas simple. Alors en trouver 5, finalement, avec lesquels tu t'éclates, tu as les mêmes valeurs et vous êtes aussi complémentaires que ça, c'est quand même extraordinaire. Ouais, c'est assez fou. Et c'est dingue parce que c'était vraiment, tu vois, en fait, c'est un rêve de gamin qui s'est réalisé. Et tu vois, j'aime bien, si on me demande de me présenter, de temps en temps, je fais, moi, je réalise mon rêve de gamin. Tu vois, c'est beau quand même comme façon de se présenter, c'est cool. Alors, ça perturbe un peu les gens, mais d'ailleurs, c'est une technique si on parle après de réseautage, marquer les gens sur une première impression, c'est assez sympa. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je réalise mon rêve de gamin. Tu vois, ça peut être une façon de le faire. Mais vraiment, mais c'est vrai en fait, hein, tu vois, je le dis, mais vraiment, c'est ce qu'on ressent. On n'a pas de patron, on a notre compte, on fait à peu près ce qu'on veut, et on est entre potes, et on voyage partout dans le monde. Enfin, tu vois, pour développer notre boîte, c'est juste le bonheur. Alors après, comment ça s'est passé? Je vais te parler du premier dans l'ordre chronologique. C'est Vadim Gouti. Son père, c'est le meilleur ami de mon père. Sa mère, c'est la meilleure amie de ma mère. Tu vois, on a grandi pas trop loin l'un de l'autre, on s'est perdu de vue, mais il était au-dessus de mon berceau, quoi. Donc c'est le mec que je connais, l'être humain à part mes parents, que je connais depuis le plus longtemps, tu vois. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, c'est Benjamin Allais. On se rencontre en 6e. Et je crois qu'il change ma vie le jour où il m'offre un pins. Ok, pourquoi? On m'avait jamais rien offert, en fait. Enfin, de désintéressé. On est en 6e et puis on s'entend bien, tu vois. On fait connaissance, machin. Et puis je collectionne les pins. Donc t'as fait plein de pins et tout. Et puis il y avait les Arthus Bertrand, c'était les beaux. Et il m'amène un Arthus Bertrand de je sais plus quoi, la BNP. En fait, j'ai une collection de 500 pins et le plus beau de ma collection, c'est celui qui m'emmène. Et il me le donne. Tu sais, je crois qu'il voulait que je paie. Enfin, non, dans ma tête, on donne pas à ce moment-là, tu vois, en 6e. Je connais pas trop ça, le cadeau désintéressé. Et puis il est trop content en plus, hein, tu vois. Il me donne le truc et puis il est trop content. Donc bon, voilà, coup de foudre amical, on s'est jamais lâché. Et puis finalement, du coup, moi je lui présente Vadim, donc ça, tu vois, et ça vient plus tard. Et puis déjà à l'époque, on était un petit groupe assez sympa aussi de 6-7. Alors c'est marrant, j'ai toujours eu un groupe de 6-7. À l'époque, on était en scooter, on se rejoignait le soir et on avait notre petit monde, il n'y avait pas les téléphones portables, on se rejoignait le soir, tous les soirs à 18h et ça a créé un truc où c'est vrai que les gens voulaient toujours rejoindre un peu ce groupe. Et on a recréé ça un peu par hasard en fait en rentrant chez IAD. C'est Vadim, donc celui que je connais depuis tout bébé, qui nous présente IAD à Benjamin et à moi. Ok, bingo, on y va, on rentre dedans. Et puis en fait, au bout de quelques semaines, on rencontre aussi cet autre groupe de 3 qui se connaissent depuis la primaire. Mais on a à peu près le même âge. Qui sont du coup les fondateurs d'IAD. Non, eux qui sont les cofondateurs de Propertips. Ah, les cofondateurs, ouais.
Tu vois, non, les fondateurs d'IAD, non, ils sont en génération au-dessus, ils ont 5-7 ans de plus que nous. Ok. Et en fait, il y a coup de foudre à 6, tu vois, on est dans les plus gros développeurs, on a quasiment les plus grosses équipes chez IAD. Et t'as le numéro 1, t'as le numéro 2, t'as le numéro 5, enfin bon, tu vois, t'as vraiment les plus gros. Et en fait, il y a coup de foudre amical parce que, en fait, c'est un peu les trois mêmes. C'est entrepreneur, mais hyper fair play, très curieux, qui aime bien former les autres, enfin, qui donne, tu vois, un peu le pins, quoi. Qui va te donner, mais sans compter. Il y avait philosophie où on va investir, même, on investit de l'argent. On fait des séminaires. Tu vois, par exemple, c'est fou. Je sais pas combien il y a de séminaires chez IAD, mais c'est un délire. C'est un délire parce que c'est pas le siège qui organise les séminaires. Alors, ils en organisent, hein, évidemment. Mais c'est le terrain. T'as ça que dans le MLM, hein, tu vois. C'est le terrain, les commerciaux, qui financent des séminaires pour challenger leurs équipes. Et du coup, on part ensemble. C'est le terrain qui offre au terrain. Tu vois, c'est quand même assez fou. Et vu que t'as 15 000 personnes et on va dire 2-3 000 managers avec des équipes assez importantes, t'as des séminaires tout le temps. Moi, je passe ma vie en séminaire. Ouais. Et du coup, en fait, c'est un peu un coup de foudre amical entre trois personnes qui se ressemblent pas mal, en tout cas en termes d'amis. Pourtant, tu prends les 6, on est tous différents. Il n'y en a pas un qui est pareil. Personnellement, enfin, tu vois, d'un côté vie personnelle, t'as l'hyper extraverti en entrepreneuriat qui lance des boîtes toutes les 3 semaines, tu vois, c'est Vadim. T'as le plus introverti, mais hyper drôle. T'as que des caractères complètement différents, mais on se rejoint. Par contre, on a le même caractère entrepreneurial, j'ai envie de dire. Okay. Enfin, l'objectif entrepreneurial de vivre sa vie, en fait. Tu vois, finalement, je me remets avec du recul, vu que de toute façon, on est sur Terre pour pas très longtemps, ça va passer super vite. On tente des trucs et puis on essaie de prendre notre destin en main, quoi. C'est ça, hein, c'est une des clés du bonheur. Tu vois, dans le bonheur, d'ailleurs, moi j'aime bien lire les trucs sur les gens qui sont sur leur lit de mort, les derniers regrets, les dernières réflexions avant de trépasser. Et t'as les trucs qui reviennent, c'est systématiquement, c'est la qualité des relations humaines. Donc avec ta famille, tes amis, peut-être tes collègues, hein, si t'es entrepreneur. Et puis t'as aussi le côté avoir pris sa vie en main. Tu vois, j'aurais dû faire ça. Ouais, complètement. Et j'ai subi finalement, et tu vois, on revient un peu sur la case entrepreneur salarié, où quand t'es salarié, c'est dur de prendre les choses en main. Après, t'as des salariés qui arrivent très bien, etc. Mais quand t'es entrepreneur, t'es à peu près sûr de prendre les choses en main, de toute façon. C'est le job d'ailleurs. Tu dois prendre les choses en main. Et du coup, vous êtes 6. Vous rentrez dans chacune des boîtes dans lesquelles vous rentrez ensemble, ou il y a des boîtes dans lesquelles ils ne sont pas, etc. Parce que ça m'intrigue. Ouais, forcément. En fait, déjà, on a tous notre boîte. On est conseiller en immobilier. Tu vois, ça fait déjà une. Après, on développe un fonds de commerce et une organisation. Il y en a pas mal qui créent une deuxième pour ça, parce que fiscalement, tu peux créer un truc un peu plus sympa. Après, on a une idée. Je sais pas, je vais parler. Tiens, on se met à l'époque, je fumais un petit peu, tu vois, je me mets à la cigarette électronique, je fais, c'est bien ce truc-là. Puis avec Vadim, il dit, viens, on crée une boîte de cigarettes électroniques en MLM, tu vois. Ok. Comme d'hab. C'est ce que vous avez fait ? Oui, mais ouais, on a fait, surtout avec Vadim, on réfléchit pas très longtemps, tu vois. Et donc, à chaque fois que vous avez une idée ou un problème que vous pouvez combler, ouais, en fait, là, c'était un truc où on se disait, putain, c'est vachement bien. Et c'est bien parce qu'en plus ça touche la santé. Moi je me suis dit putain, du jour au lendemain j'arrête de fumer, c'est comme cool. Et c'est plutôt agréable. Et c'était le début, c'était il y a 10 ans. Hein. C'était vraiment au début de la cigarette électronique. Et du coup on se dit on y va. Bon tu vois, erreur, hein. Là je mets dans la case échec évidemment. Parce que là on s'est mis à faire un produit. Et en fait un produit, on connaissait pas trop. On était plus dans le service. Donc faut gérer des stocks. Bon ok, ça on y arrivait, c'est pas trop compliqué, etc. Mais par exemple, tu as la concurrence chinoise qui va te sortir une nouvelle cigarette toutes les 3 semaines, qui va te la sortir moins cher que la tienne. Tu as la concurrence en ligne, plus la production, tu maîtrises pas. En fait, les produits, c'est particulier. Donc déjà, produits en MLM, tu vois, plus jamais. Comment tu fais la distinction entre du coup une nouvelle opportunité qui a vraiment du potentiel et le fait de se défocus de son objectif initial et du projet qui, lui, porte l'ensemble du reste avec notamment des fonds, des finances, des compétences ? Tu sens. Après, tu peux le faire de manière très fonctionnelle. Ouais, tu es en mode pragmatique. Tu vas regarder est-ce qu'il y a de la marge, est-ce que ça te plaît de le faire. Moi, je mets toujours le plaisir dedans, de toute façon, dans la balance.
Est-ce que ça m'éclate à faire? Est-ce que j'aide beaucoup de monde? Est-ce qu'il y a de la marge? Est-ce qu'il y a un vrai marché? Après, ça dépend aussi de la géographie, parce que maintenant, il y a plusieurs pays. Et surtout, alors là, ce que tu dis, c'est important, c'est que si j'ai une activité qui marche bien, je vais pas me défocus. Donc, ce qu'il faut là, c'est mettre un leader de projet. Et c'est pour ça que c'est une force d'être à 6. Parce que tu vois, on a des boîtes où on investit, mais on sait que Vincent, il va être très bon sur ça. Ok. Tu vois? Donc chacun a sa compétence. Ouais, il va être meilleur là-dessus. On a Benjamin sur le côté techno. Alors le truc qui est dur, c'est que lui... Alors, après, on a une équipe maintenant. On a une équipe, donc... mais il peut faire la partie techno, on sait que c'est lui. La partie conviction, on sait que c'est Vadim. La partie animation terrain, on a Brian qui est top. La partie réflexion stratégie, on a Mathieu qui est vachement bien. Tu vois, et du coup, pour tel ou tel projet, il y en a un qui va le leader et d'autres qui voient derrière. Mais de toute façon, ces 6-là, on est surtout sur IAD et sur ProperTips. Et après, c'est des ouvertures de pays où, tu vois, par exemple, il y en a qui ont ouvert le Portugal chez IAD en partenariat avec IAD. Je pense qu'il faut y aller. Si tu as un leader de projet, on sort là du groupe de 6, hein. Mais si tu as un leader de projet qui connaît super bien le marché et qui est inspirant et que tu lui donnes ce dont il a besoin, parce qu'il ne sera pas bon dans tout de toute façon, hein. Donc s'il lui manque la compétence technique, tu vas l'aider à développer l'application. Donc ça mérite aussi de prendre peut-être des parts au capital ou l'investissement. C'est souvent ça. Nous, on va pas... L'idée, c'est pas de facturer du conseil, quoi. C'est plutôt de aider les gens qui se lancent. Tu vois, Joël, avec Vision, par exemple, on l'a un peu aidé à avoir l'idée. Un cabinet d'expertise comptable en marketing relationnel, tu vois, il y a plein de gens qui n'ont pas compris, tu vois, ce qui se passait. Et tu vois, ça donne des lettres de noblesse aussi au marketing relationnel. Complètement. Si tu as des cabinets d'expertise comptable en MLM, si tu as une société immobilière qui est licorne, enfin, tu vois, et tu as les plus grands fonds mondiaux qui sont entrés au capitaux, tu vois, il y a de très belles choses à faire. Donc oui, il faut que tu aies un leader de projet qui soit inspirant, passionné, on s'est planté plein de fois, hein. On a ouvert une boîte en énergie renouvelable. Pourtant, on avait un mec qui était bien, hein. Mais bon, tu vois, ça n'a pas marché. Donc, identifier la compétence de chacun pour pouvoir être performant et pas défocus du reste. Toi, si tu devais déterminer quelle est ta compétence à toi, ton super pouvoir, si j'ose dire, c'est lequel? Alors dans le groupe, moi, c'est patience. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux me demander 1000 fois comment ça marche ProperTips, 1000 fois la même question, je vais être... Mais après, j'étais prof de golf et je donnais des cours de tennis aussi jeune. J'ai le côté pédagogue où je suis très patient et c'est pas facile de répéter sans cesse, sans se lasser. Mais après, c'est parce que je suis passionné, je pense. Donc moi, je dirais patience parce que il faut et après, le côté animation, moi, c'est le terrain, de toute façon. C'est aller convaincre des gens, expliquer le fonctionnement, donner des bons exemples, donner des idées aussi pour que les gens se développent. Ouais. Aider des gens à se développer, à s'épanouir dans leur activité. Et finalement, tu vois, moi, je le vois, je fais aussi beaucoup d'événements networking, on en parlait tout à l'heure, etc. Il faut quand même de la patience aussi et de l'intérêt pour les autres, pour justement comprendre l'individu, les écouter davantage et écouter plus que ce que le nom parle et répéter parfois les mêmes choses, se représenter pour la 200e fois de la soirée à la personne et à ton interlocuteur. Et le réseau, finalement, souvent, je trouve que dans l'entrepreneuriat, c'est une compétence qui est trop sous-cotée, alors que le réseau, les personnes qu'on connaît, tu l'évoquais, hein, c'est un des 2 secrets que la plupart des personnes que tu as pu coacher au golf t'ont donné lorsque tu faisais ces échanges et ces discussions. C'est ton métier, finalement, aujourd'hui, le réseau. T'en as fait un métier avec toutes les activités que tu fais. C'est quoi les différentes clés que tu as pu identifier au travers de tes activités pour justement développer un réseau? T'en donnais une tout à l'heure. Ou même ce que tu as pu voir en faisant Apéro Réseau, qui avait pour but de mettre en relation des indépendants les uns avec les autres dans un cadre convivial. Ça peut être intéressant pour celles et ceux qui ont conscience de la valeur que ça a, mais qui ne savent pas forcément comment l'utiliser. Alors, pour se construire un réseau relationnel, je pense qu'il y a, on va dire qu'il y a 3 étapes importantes. Je vais commencer par les résumer. La première, c'est déjà se créer un réseau relationnel, donc l'alimenter, rencontrer de nouvelles personnes. Donc le développer
2, faut l'entretenir, le suivre. Et 3, il faut le transformer en quelque chose. Dans la phase alimenter son réseau relationnel. Donc parler à un inconnu, évidemment, on peut trouver plein de choses sur Google, on peut se renseigner. Et il faut oser le faire. Si on hésite à le faire, c'est assez simple. La meilleure phrase, de toute façon c'est simple, c'est le bonjour. Tu vois, c'est tout court. Hein. Mais bonjour, un sourire, tu tends la main, c'est simple. Et finalement, même si tu ne dis rien, je vais même dans l'extrême. Tu vois, je me suis amusé à faire ça en soirée business. J'y vais avec le sourire, je vais dire bonjour et je ne dis rien derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, c'est l'autre qui va te dire, qui va alimenter la conversation en fait, et qui va te poser des questions. Donc tu vois, là je fais un truc qui est assez pas évident à faire, mais tu t'intéresses aux gens. Tu fais parler, tu le disais tout à l'heure, il faut écouter beaucoup plus qu'on ne parle. Tu vois, le problème c'est dès que tu commences à réfléchir à ce que tu vas dire après et que tu perds le fil de ce que la personne te dit en face. Donc écouter, les gens adorent raconter leur vie. Donc il y a juste à les déclencher, boum, ça part, et essayer de se rappeler ce qu'ils disent. C'est quand même bien. Si vous avez une interaction avec quelqu'un qui est très intéressant, moi j'aime bien, j'ai toujours le réflexe. Si j'ai une interaction intéressante, si la personne, je l'apprécie, je sens qu'on peut faire du business ensemble après l'interaction, je vais noter 2-3 trucs. Okay. Il m'a dit que son fils, il s'appelle Hugo. Tu notes 2-3 trucs, je te coupe, excuse-moi, mais tu les mets quoi dans un fichier Excel, dans un outil CRM On a dans Propertips, on a un outil CRM qui peut permettre de faire tout ça, mais de manière basique, et je l'ai fait longtemps comme ça. J'ai mon contact dans mon téléphone. Dans le téléphone, dans le contact, il y a une partie de notes. Donc au minimum, je vais noter là-dedans les 3-4 trucs importants. Et je sais en plus que ça va faire plaisir à la personne que je me rappelle. Tu vois, la prochaine interaction, je vais me rappeler que son fils, il a 7 ans, il s'appelle Hugo. Ok, donc avant de le rappeler ou avant de le voir, si tu sais que tu as un dîner avec cette personne, tu vas regarder ton contact. Oui, je vais me rappeler. Ok, la dernière fois qu'on s'est vu, son deuxième enfant allait bientôt arriver. Je m'en rappelle et je vais lui demander comment ça va, quoi, par exemple. Bien sûr. Ok. Et les gens sont assez naturellement. Ils apprécient que tu es. Il y a tellement peu de gens en fait finalement qui t'écoutent vraiment quand tu parles. En plus, tu vois, maintenant on est habitué à swiper, mais tellement vite. Tu vois, on a du mal à se poser et à vraiment écouter. Effectivement. Ouais. Donc ils sont hyper sensibles à ça. Donc pour l'alimenter, on va dire, après ça peut être aller à des soirées business, des soirées networking. Tu vois, les afterwork, on en fait 150 par mois. Par mois. Ok. Imagine, tous les soirs, il y en a 5. Dans toute la France. Tu vois, le truc qui nous a dépassé en fait. Donc ce sont les membres eux-mêmes qui organisent chacun des... Ok. Mais il y a tellement besoin. Si tu veux, en plus, on est dans une période où... Je sors un peu des questions là sur le réseautage, mais c'est pas grave. On est dans une période où il y a tellement d'entrepreneurs qui se lancent à leur compte dans des métiers qu'on n'imaginait même pas il y a 6 mois. Et qui se sentent seuls. Ils sont seuls. En fait, on a découvert que il y a plus de freelance déjà que de commerçants. Dans ta ville où tu habites en France, tu as plus de personnes à leur compte que de commerçants. Tu as tendance à voir juste les commerçants, mais entre les assureurs, entre le prof de cuisine à domicile, enfin le massage à domicile, coiffure à domicile, prothésiste ongulaire à domicile, ça n'arrête pas. Alors dans le digital, j'en parle même pas. Donc tu as plein de gens, si tu veux, qui ont besoin de clientèle, mais qui n'ont pas de vitrine. Donc leur fonctionnement, c'est quoi ? C'est de réseauter. Elles ont besoin de... Alors du coup, tu vas à une soirée after work, mais c'est à 30 km. Est-ce que tu vas toucher vraiment une clientèle locale ? Pas forcément. Donc en fait, il y a un énorme besoin que les freelances se rencontrent entre eux. Donc l'after work, il est venu répondre à ça. Et on a découvert que dans le même immeuble, tu as un mec, il est plombier, l'autre, il est architecte, et le troisième, il est couvreur. Ils se connaissent pas entre eux. Et ça m'a toujours fasciné. Tu vas à l'after work, tu dis « Ah bon, mais t'habites là ? Ah mais tu fais ça, mais j'ai besoin de toi. » Mais en fait, ils habitent dans la même ville. Ils ont la même typologie de clientèle. Ils peuvent s'échanger du business entre eux. Ils le font pas parce qu'ils se connaissent pas. Alors que les commerçants dans une ville, ils se connaissent. Ils ont l'assaut des commerçants, tu vois. Est-ce qu'il y a l'assaut des freelances dans la ville ? Non, tu vois, c'est l'afterwork. L'afterwork, c'est un peu l'assaut des freelances de la ville. Et donc, du coup, je reviens au sujet où on était. C'est pour la partie réseautage. Évidemment, aller sur des événements networking, il y en a de plus en plus. Donc, faut pas hésiter. Il y a les événements, il y a les chambres de commerce qui font des événements. Il y a dans le digital, il y a beaucoup de choses aussi. Donc, cherchez, pareil, ville, soirée after work, soirée business, soirée networking. Vous allez trouver plein de choses. Après, pour aussi constituer ce réseau relationnel, le cultiver du coup. Ouais.
je suis encore sur le développer là. Ok. Pour le développer aussi, moi j'aime bien une phrase, tu vois, je sais, j'aime bien les phrases. J'aime bien cette phrase-là, c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois. C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois. Elle fait mal au crâne cette phrase. Tu te la dis tous les soirs et là tu te dis bon, je culpabilise ou pas? Mais non, elle est géniale parce qu'en fait, si tu veux, les gens veulent des opportunités, mais les opportunités détestent les systèmes qui sont routiniers, tu vois. Si tous les jours tu fais la même chose, comment tu veux déclencher de nouvelles rencontres? Comment tu veux déclencher de nouvelles opportunités? Donc c'est bien d'avoir des journées qui se ressemblent pas en fait. Il faut se transformer en yes man, tu vois, avec Jim Carrey. Je sais plus Ouais, quoi il bien s'appelle. Et transforme-toi un peu pendant un moment en yes Beaucoup man. de films, moi. Ouais, ah ouais, moi aussi, j'adore. Donc transforme-toi à quelques semaines là en yes man et tu vas voir que les opportunités, elles vont. Il y en a plein qui disent il a eu de la chance. Il a eu de la chance, mais il n'était pas en train de regarder Netflix dans son canapé là. Il était à une soirée business, il a osé parler à cette personne-là. Ça fait 3 semaines qu'il est parti en voyage, je sais pas où. En fait, on déclenche les opportunités et on déclenche les rencontres. Le réseau, c'est pareil. Tu te dis, tiens, au golf, il y a plein de businessmen, il faudrait peut-être que vous pouvez tous aller sur des parcours enfin, pas sur les parcours. Vous pouvez aller aux practices, vous pouvez boire un coup dans un golf, c'est ouvert à tout le monde. On paye son repas, on peut faire une initiation, il y a des initiations gratuites, on peut s'ouvrir à un autre monde assez facilement. Donc faut défoncer les barrières, hein, ça aide. Donc essayer d'avoir des journées qui ne se ressemblent pas et dire oui à des choses on se dit non, je vais pas faire. Notre cerveau a envie de dire non par défaut. Notre cerveau il est là pour nous protéger du danger. Donc par défaut, il a envie de dire non. Donc faut dominer un petit peu son cerveau et dire j'ai envie de dire non, mais je vais peut-être dire oui. Faisons-le, testons. J'ai quoi à perdre? On va tous mourir. Désolé, je vais la remettre à chaque fois. Mais elle aide beaucoup. Donc ça, c'était sur le développement de son réseau relationnel. Après, l'entretenir. L'entretenir, c'est simplement prendre des nouvelles. Mais pas oublier de le faire. C'est apporter de la valeur. Apporter de la valeur, ça aide aussi beaucoup. Donc par exemple, j'ai un copain qui fait ça, un autre qui fait ça, je vais les mettre en relation, ils vont faire du business ensemble. Je vois un article sur le domaine de compétences de mon pote, je vais lui balancer parce que ça me paraît intéressant pour lui. C'est s'intéresser à lui. Ouais. Tu vois, par exemple, si on parle de recommandations, parce que dans beaucoup de métiers, on cherche à avoir des recommandations, la recommandation, elle se mérite un peu. Tu vois. Si j'ai pas appelé la personne depuis 6 mois, elle m'a oublié. Si j'ai pris de ses nouvelles il y a 3 semaines, elle m'a pas oublié. Donc cultiver son réseau. Ouais, on veut recevoir, si on parle business, on veut recevoir du business, mais la question à se poser en numéro 1, c'est qu'est-ce que je donne? Au minimum, donne de l'attention, tu vois. Donne de l'écoute aux gens. Si tu veux passer au-dessus, crée du lien avec, passe des moments avec, ça c'est encore mieux. D'où les événements business, ainsi de suite. Mais il faut se mettre dans une... Tu vois, par exemple, il y a une réaction que j'ai souvent, c'est... j'ai quelqu'un de ma famille, par exemple, elle sait ce que je fais dans la vie, je veux pas parler immobilier, mais elle sait ce que je fais dans la vie, elle pourrait m'envoyer ce client-là, elle y pense pas. Ma cousine. Ouais, mais c'est quand la dernière fois que tu as appelé ta cousine? Est-ce que c'est vraiment ce que tu fais dans le détail? Est-ce que toi, tu l'as aidé ta cousine? Tu vois, parce que on exige des choses de personnes alors que peut-être qu'on ne les mérite pas, en fait. Et du coup, ça permet de se remettre un petit peu en cause. Ouais, complètement. Et de faire des choses qui sont vachement bien. Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Tu vois, j'appellerais ma cousine. Ça fait combien de temps que je l'ai pas appelée? Et je passerai un petit moment avec. En plus, elle va avoir un bébé bientôt. Tu vois, en fait, c'est se remettre dans une dynamique où... De toute façon, c'est ça, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un des trucs les plus importants de l'entrepreneuriat, c'est accepter d'être responsable. C'est-à-dire que ma cousine n'a pas pensé à moi alors qu'elle aurait pu m'envoyer une affaire, on va dire. La question, c'est en quoi c'est de ma faute? Tu vois, c'est prendre la responsabilité de ce qui se passe. C'est pas toi qui as raison, c'est le marché qui a raison, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est un marché. On est entrepreneur, on n'est pas... Il faut s'adapter à l'existant. Donc, à quel moment c'est de ma faute? Si j'ai pas reçu ce business-là, oui, elle a pas pensé à moi, mais c'est pas de sa faute à elle. Pas du tout. C'est de ma faute à moi. J'ai pas fait ce que j'avais à faire. Donc oui, sur l'entretien du business, après, il faut aussi faire des événements récurrents. Ça marche très bien. Tu vois, par exemple, les after-work, c'est souvent, dans toutes les villes, c'est tous les 3e mardis de chaque mois. Et les gens ont le réflexe. Un truc qui est récurrent, c'est assez sympa. S'intéresser aux gens, les suivre, prendre des nouvelles, noter ce qu'ils nous ont dit pour s'en rappeler. Moi, j'aime bien. Ok. Ça, on va dire que c'est le suivi, créer du lien. De toute façon, c'est ça. On va résumer. Si on doit le résumer en un mot, c'est créer du lien. Et pour ça, faut faire des choses qu'on fait humainement avec ses amis, quoi. De toute façon. Et après, du coup, l'activer. Et l'activer. Alors, l'activer, c'est là où j'ai eu besoin de bosser, moi, parce que c'était pas naturel.
t'as le côté... Oser demander, quoi. Ah bah voilà, tu vois, t'es dedans. Ouais. Ça, c'est là où je suis mauvais. Beaucoup de gens sont mauvais là-dedans. Ah ouais. Oser demander. Alors, oser demander, je suis Pourquoi mauvais. les gens sont mauvais là-dedans, selon toi? Bah, alors, pas tous. Moi, j'ai vu des tueurs là-dedans. Ouais. Des gens très très forts. Je suis estomaqué. Et ça marche super bien en plus. C'est-à-dire qu'ils ont pas la première... si, on va dire ils ont la première étape. Ils ont créé du réseau, mais ils l'ont pas du tout suivi. Ils n'ont pas apporté de valeur. Il s'est rien passé en interaction, c'est très léger. Et alors, par contre, ils osent. Et bah, tu sais quoi, ça marche quand même. Ça me bluffe à chaque fois. Donc, si en plus tu as apporté de la valeur et que tu oses, là, tu deviens très très bon. Il y a le biais de réciprocité plus le fait. Eh bah oui. Eh ben oui. Tu vois, par exemple, je reviens. Du coup, je t'ai fait un truc en 3 points là. Je reviens sur le point 1, mais qui est un peu sur le point 2, c'est quand je rencontre quelqu'un, souvent, je vais lui poser une question qui est toute bête, mais c'est bon, écoute, j'ai un bon réseau relationnel. Dis-moi si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre. Je peux te mettre en connexion à peu près à qui tu veux. C'est con, mais en fait, les gens se disent, il me propose de me rendre service. Et ça, en France, on n'est pas du tout habitué, tu vois. Clairement. Dans une première interaction, il me propose déjà un truc qui peut m'aider. Et si on te demande quelque chose, faire tout ce que tu peux pour. Tu vois, par exemple, si on me demande un truc très précis, même si j'ai pas dans mon réseau relationnel, bon, déjà je vais essayer, mais en général j'y arrive. Mais si je n'y arrive pas, je vais le rappeler 2 semaines après, et puis je vais lui dire, je t'ai pas oublié, t'avais besoin d'un avocat, je sais pas quoi, fiscaliste. Bon, j'ai pas trouvé ce qu'il te faut, mais je t'ai pas oublié. Et les gens, évidemment, quand on va au 3e point là maintenant, qui est d'activer son réseau pour ton besoin, c'est facile. Si tu as apporté de la valeur avant, c'est très facile. Mais après, il faut oser. Et là, pour travailler dessus, pour oser le faire, je pense que ce qui aide, c'est d'avoir une demande très précise. Si la demande est floue dans sa tête, déjà dans notre tête, alors, l'autre en face, ça va pas passer du tout. Donc bien voir, lui, ce qu'il fait en face, ce qu'il peut apporter, quelles sont... ses spécificités, son relationnel ou sa compétence, peu importe. Et moi, clarifier ma demande. Ma demande, plus elle va être précise, plus l'autre va pouvoir me dire oui ou non. Et j'ai envie de dire, tiens, tu regardes, je vais me faire progresser moi-même. Pourquoi j'ose pas assez demander? On va tous mourir, tu vois. La vie est trop éphémère pour hésiter sur des trucs. Donc tu vois, j'essaie encore de me booster et me faire violence, finalement. Ouais, effectivement, beaucoup de gens n'osent pas demander. Et il y a un point qui est tout simple. Moi, j'aime aussi énormément développer mon réseau et je pense que ça a une valeur inestimable. C'est aussi un des éléments qui me motive à faire le déclic. Finalement, c'est la possibilité pour moi de rencontrer des gens tous plus intéressants, extraordinaires et riches dans leur parcours les uns que les autres. Et puis, à leur tour, en ayant vécu une bonne expérience, eh bien, potentiellement de recommander des personnes à accueillir sur le plateau. C'est un des éléments de motivation, il y en a bien d'autres, le premier étant de délivrer un maximum de valeur, et je pense que beaucoup de gens devraient être moins gênés avec ça, notamment en France, tu vois, on n'ose pas demander, on n'ose pas faire plein de choses. T'es allé aux États-Unis un peu? Ouais, bien sûr. La culture, elle est complètement différente liée à ça. Tu sais, première soirée là-bas, on arrive à New York avec Brian, un de mes associés, et on voit sur un rooftop une soirée, on voit que ça bouge et tout. Bon, on va voir si on peut rentrer. Et puis on voit ces Founders Club, je sais pas quoi, un truc d'entrepreneur. Puis on y va au culot, ça passe, je sais pas comment. Et on arrive, franchement, on est choqués. On est choqués parce que les gens, finalement, très vite, te demandent en quoi ils peuvent t'aider. C'est-à-dire qu'il y a une phase où, déjà, ils ont un smile de malade, mais incroyable. Énergie incroyable. S'ils vont pas bien, jamais te le diront. Et ça te donne la patate et tu racontes, ils s'intéressent à toi vraiment, ils te font parler de ton business, et puis derrière, je crois que même si je les aime pas, ils te disent, ah mais c'est extraordinaire, machin, etc. Et ils te disent, comment je peux t'aider? Et moi j'ai halluciné, j'avais jamais entendu cette phrase-là. Mais c'est spécifique, de toute façon dans la culture anglo-saxonne, ils apprennent à networker à l'école. Donc c'est différent. En France, je pense qu'on raisonne en stock, tu vois. C'est-à-dire que j'ai tant d'amis sur Instagram, sur Facebook, j'ai tant de cartes de visite sur mon bureau, j'ai tant de personnes dans mon répertoire téléphonique, on raisonne en stock. Quelqu'un qui va dire j'ai un bon réseau, j'ai un gros stock d'amis. Et dans la culture anglo-saxonne, il raisonne en flux. Et je trouve ça génial. Il raisonne en flux. Un réseau relationnel, tu le sais, c'est en perpétuel mouvement, ça bouge en permanence. C'est jamais même... De temps en temps, tu es très proche d'une personne, puis tu t'éloignes, puis finalement tu te rapproches d'une autre personne. Et c'est quoi la définition d'avoir un bon réseau relationnel?
c'est devenir la personne qui met en relation les autres. J'adore. Là, tu vois, elle tient en une phrase. C'est quoi un bon réseau? C'est devenir la personne qui met en relation les autres. Et moi, je suis choqué quand j'arrive là-bas. Tu vois, nous, on allait ouvrir les États-Unis et le mec me demande ce dont j'ai besoin. Bah, moi, j'ai besoin de rencontrer des conseillers en immobilier. Il est 21h. Le mec, il sort son téléphone, il appelle en live. Le meilleur conseiller immobilier qu'il connaît. J'ai rencontré un Français, génial, machin. Petit-déj demain matin? Ouais, ok, 8h petit-déj. On avait un petit-déj, le mec, il vient au petit-déj. Je sais pas si tu te rends compte. Mais jamais, c'est impossible que ça arrive en France. C'est impossible. Il vient au petit-déj et on déjeune, lui, le conseiller immobilier local et moi. Et du coup, en fait, si tu veux de faire ça, ça fait qu'il met en relation deux personnes et en termes de réflexion, réseau relationnel, le construire, l'animer. Mais en fait, il crée c'est comme s'il créait deux dettes inconscientes. Tu vois Ouais. Le conseiller immobilier local, c'est grâce à machin que j'ai vu Karim, entrepreneur français, qui vient là-bas. Et puis moi, je me dis, c'est grâce à lui que j'ai vu machin. Évidemment, si j'ai un business dans son domaine de compétences, je vais lui renvoyer l'ascenseur, en fait. Une dette de réciprocité. Ouais, il a créé une dette inconsciente, moi, je dis. Tu vois, même si j'y pense pas. Alors déjà, pour moi, elle est consciente, mais pour beaucoup, elle va être inconsciente et t'as envie de renvoyer l'ascenseur, en fait. Donc je pense que, de toute façon, regarde des ouvrages sur le networking, le réseautage en France, il y en a quasiment pas, tu vois. Aux États-Unis, t'en as dans tous les sens. Complètement. J'ai deux dernières questions pour toi. Vas-y. La première, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est là, tout de suite. C'est facile. Là. C'est facile. J'avais jamais fait d'interview. Et pourquoi dans ce format-là fait d'interview? Pourquoi je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'on était assez innovant dans ce qu'on a fait avec nos réseaux ProperTips. Déjà, IAD. Mais nos réseaux ProperTips, c'était vraiment, si tu veux, on attaquait le centre névralgique de la transaction immobilière. C'est-à-dire que là, on va se retrouver dans une position avec, on va dépasser le million d'apporteurs d'affaires. Je veux dire, ça va vite, hein. 1 million de personnes connaît quasiment la moitié de la France, tu vois. Donc on arrive dans une position stratégique où on a pris un temps d'avance, on n'avait pas envie de communiquer avant, on était un peu en sous-marin, où on a refusé beaucoup d'interviews parce qu'on n'avait pas besoin d'expliquer le modèle. Mais maintenant, on a tellement d'avance, on commence à faire de la publicité. Donc tu vois, ça y est, on a ouvert. Les gens peuvent s'inscrire par eux-mêmes. Alors que c'était pas le cas avant. Tu vois, il fallait se faire inviter. Là, ils peuvent s'inscrire en envoyant une pub. Ils s'inscrivent. Donc on arrive dans un moment où ça y est, on peut communiquer. De toute façon, on a pris suffisamment d'avance et ça y est, on met les moyens. Donc c'est le bon moment, je pense, pour communiquer. Parce que maintenant, les gens peuvent s'inscrire. Et puis le deuxième point, c'est que là, j'ai pas l'impression de faire une interview, en fait, tu vois. Parce que si tu as un journaliste en face, il va venir avec des questions de journaliste. Moi, je parle à un entrepreneur, là. Tu vois, tu m'as expliqué un peu ce que tu faisais. T'es entrepreneur, je suis entrepreneur, et ceux qui nous écoutent, c'est des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Donc en gros, on est en famille. Donc pour moi, c'est pas trop une interview, c'est un moment vachement intéressant. En plus, j'adore le nom de l'émission. C'est bien trouvé. Bah écoute, avec plaisir, merci pour ça. J'ai adoré partager ce moment avec toi. Franchement, c'était extrêmement intéressant, riche, beaucoup de tips également pour reprendre le nom de la boîte aussi. Ouais. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode autant que je n'en ai eu à l'animer, faites-le nous savoir, comme à chaque fois, en mettant un commentaire sur la vidéo YouTube. Partagez cette vidéo ou cet épisode à qui doit l'entendre et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Karim, j'ai une dernière question pour toi, question que je pose à chacun de nos invités qui viennent sur le déclic, justement. Quel est le déclic qui a créé littéralement, je dirais, une transformation identitaire chez toi, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que tu n'as jamais partagé peut-être dans aucun échange, discussion ou même sur une des nombreuses conférences que tu as fait. Ça peut être une situation, ça peut être une citation, une simple phrase, ça peut être quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, peu importe, mais ce que tu as envie de nous partager, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Je l'ai un tout petit peu abordé, mais c'est tellement un moment important, je pense que je suis obligé, et je l'ai abordé nulle part ailleurs. Non, c'est le moment du pins avec Benjamin. Tu vois, t'es en 6e, je sais pas pourquoi. Hein. Tu vois, parce que c'est le mec le plus important dans ma vie, en fait. Depuis toujours, on partage tout. C'est un coup de foudre amical. C'est ce qui a fait derrière toute la partie entrepreneur. En rencontrant ses parents, j'ai appris une culture une façon de voir la vie complètement différente, en fait. Tu vois,
Tout est positif. Par exemple, tu casses un verre. Là, sa mère était là. Tu vas bien, tu t'es pas blessé, tu vois. C'est pas grave de casser un verre. Mais ça, je pense, c'est la philosophie. C'est aussi parce qu'elle était entrepreneur. Quand t'es entrepreneur, tu gères tellement de trucs durs, compliqués. Tu enchaînes la gestion tu dois te décider rapidement. Tu dois être hyper réactif. Les choses importantes sont au bon endroit. Je sais pas, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est un moment où tu remets les choses dans le bon sens. Et tu vois, le fait d'avoir offert ce pins-là, qui était le plus beau de ma collection en 6ème, ben, je me suis dit, c'est bizarre ce gars, quoi. Pourquoi il fait ça? Et je sais pas pourquoi j'avais pas eu de cadeau significatif avant ou de gestes sans aucune arrière-pensée, tu vois, de pure générosité. Et c'est génial parce que je pense qu'on le retrouve même dans notre façon d'entreprendre. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, si tu l'aides ou si... J'adore donner des trucs, tu vois, par exemple. Pourtant, même si ça me tient à cœur. Mais si tu donnes un truc à quelqu'un, lui, il va rentrer aussi dans cette philosophie-là, tu vois. Je pense qu'il m'a changé de philosophie. Et toi aussi, tu as envie de redonner derrière. Tu vois, c'est pas juste je te donne pour que tu me rendes, c'est peut-être je te donne et toi, tu donnes derrière. Et c'est un cercle vertueux. Et l'entrepreneuriat, je pense que ça ressemble à ça, finalement. Tu vois, je suis hyper fier de ce qu'on a fait avec IAD. Tu imagines, la boîte est devenue une licorne. Centaure en France, tu vois, on vit des choses pas évidentes, des crises économiques, moi j'aime bien voyager, t'as des continents qui sont en croissance énorme, on aide l'entrepreneuriat français, tu vois, à redorer, à avoir des lettres de noblesse et à grandir, moi ça me plaît, et je pense que tout ça, tu vois, ça part peut-être d'un pins, j'en sais rien, tu vois, je n'arrive pas à avoir cette capacité d'analyse, mais moi je pense que ça m'a fait atteindre mon rêve. Ouais. Tu vois, de ce pins-là, j'ai réussi à construire un rêve d'enfant, entreprendre entre potes, et puis on arrive à mi-chemin, et tu vois, on a en partie réussi à le réaliser, je pense qu'on l'a réalisé, et maintenant on va retrouver de nouveaux objectifs, et essayer de créer plein de déclics. Merci Karim. Merci à toi.